Bonjour tout le monde. Voilà, désolé de ce petit retard ce matin. Bienvenue donc à ce webinaire et à la dernière journée de notre semaine thématique sur le financement et les subsides. Donc ce vendredi, on a une journée qui est dédiée à l'entrepreneuriat social et durable. Euh, alors, ce que je vais vous inviter à faire pour vérifier que tout le monde m'entend bien, c'est vous inviter à lever la main virtuellement. Donc, vous avez une petite main que vous pouvez lever dans le panneau de configuration et comme ça je peux m'assurer que vous m'entendez bien. Ok, je vois quelques mains qui se lèvent. Super. Donc je vais juste faire un très court mot d'introduction avant de vous laisser en compagnie de nos orateurs. Donc moi je m'appelle Catherine, je travaille pour le service 1819 qui est le service régional d'information et d'orientation pour tout entrepreneur à Bruxelles. Donc quel que soit votre secteur d'activité, votre phase de développement ou le type de questions que vous avez, vous pouvez toujours nous contacter, soit via le site internet du 1819 qui regorge vraiment déjà de beaucoup d'informations utiles, soit par téléphone, puisque le 1819 est un numéro que vous pouvez appeler, soit éventuellement par email, même si c'est peut-être pas le meilleur moyen pour nous joindre rapidement en ces périodes de crise sanitaire où on a beaucoup de questions aussi par rapport à tout ce qui est aide Covid. Alors, pour les aspects pratico-pratiques, donc ici on est dans un webinaire, donc votre son, le son de votre micro est désactivé, votre caméra également, mais vous pouvez interagir avec nous via le chat. Donc vous pouvez vraiment poser toutes vos questions par écrit durant la séance et on prendra le temps d'y répondre. Alors, avant de démarrer vraiment sur la thématique du jour, donc avec nos différents orateurs, donc ce matin on aura Solifin, la plateforme Bicirculaire, Coop City et également Pierre Herman, CEO de Finance et Invest.Brussels avec nous, qui vont vous parler vraiment de l'entrepreneuriat social, qu'est-ce que c'est, quelle définition on peut en donner et surtout quel financement spécifique il existe pour ce secteur. Avant de passer à ce sujet à 9h30, on a Pierre Herman qui est déjà avec nous et qui est là pour une vingtaine de minutes pour répondre à vos questions de manière plus générale. Et donc voilà, il est déjà à mes côtés, donc je vais lui laisser la parole et moi je suis là pour récolter vos questions. Voilà, donc bonjour à tous. Et donc le sujet est très simple, c'est poser vos questions dans le chat et je vais essayer de répondre donc sur toutes les questions par rapport à ce que vous avez vu cette semaine et s'il y a encore des explications, que ce soit des questions sur le besoin de financement, le business plan, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'était pas clair cette semaine? Et s'il n'y a pas de questions, on passera très vite au sujet après. Donc vous voyez, normalement vous avez dans le chat, vous voyez ces questions, vous pouvez la taper vite. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de bête question. N'hésitez pas à dire voilà, où vous bloquez dans votre projet. Moi, je vais essayer de généraliser votre question pour que ça puisse s'appliquer à tout le monde. Est-ce qu'on a déjà des questions, Catherine, ou pas encore? Pas encore, non. C'est bien, c'est la première matinée où ça veut dire que tout le monde comprend, parce que les autres jours, on avait toujours plein de questions en ouvrant. Euh, Voilà, c'est que c'était clair tous les autres jours de la semaine. c'est bien, si le reste a été, on a fait le tour. Donc moi, alors, dans ce cadre-là, on peut peut-être si on n'a pas de questions maintenant, on peut commencer directement sur le reste. Effectivement, ça me va. Je vais peut-être inviter du coup Sévan de Solifin à nous rejoindre. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Pierre. Bonjour. Est-ce que l'un de vous deux souhaite partager un PowerPoint ou du contenu? Non. Moi, Pas pour j'aimerais le moment. peut-être bien pouvoir au cas où, parce que enfin, si j'avais quand même reçu hier une question par mail et je vois que allez, avec Stéphane, on avait dit qu'on parlerait aussi de comment on fait quand c'est en early stage. Et j'ai peut-être quelque chose à partager là-dessus, au cas où. Alors, je pourrais peut-être commencer là-dedans. Comme ça répond à la fois à ceux qui m'avaient envoyé la question par mail. Vu il y a toujours pas de questions, hein, Catherine, pour maintenant. Non, il n'y a toujours pas de questions. Alors, a Alors, priori, maintenant, Pierre, tu peux partager OK, du contenu. génial. Alors, je vais vous montrer un truc. Je regarde juste.
je prépare juste ça. Voilà. Ouais, OK. Je montre mon écran. On va voir si vous le voyez. Clac. Est-ce que vous voyez mon écran? Dites-moi juste dès que vous le voyez. Oui, Normalement, on verra. Vous On voit voyez? ton Oui? écran, oui. On voit Oui, que je suis en train de taper MathMax là-haut. Voilà. oui, Donc, voilà. La question qui est parfois posée, c'est de dire, tiens, quand un investisseur investit dans un projet, on va devoir définir son besoin de financement. Hein. Donc, combien j'ai besoin par rapport pour financer quoi? Est-ce que je dois financer le recrutement de personnel, l'achat d'une machine, l'avance, effectivement, mon besoin de fonds de roulement. Et la question évidemment qu'on va toujours poser de l'autre côté, c'est quel est le niveau de maturité de votre projet? Et donc là-dessus, je remontre ce petit point que j'avais, je pense, je l'ai montré une fois dans la semaine, mais comme ça, au cas où c'est pas une règle, il y a une matrice qui s'appelle MathMax. Je vous la remontre. Voilà. Vous tapez bêtement MathMax sur Google. C'est quelque chose qui a été fait par Agnès Flemal et son équipe en Wallonie, mais c'est sur base aussi d'un modèle qu'on peut retrouver aux États-Unis, pas mal. Enfin, c'est un modèle souvent qu'on trouve. Je clique dessus, vous voyez ici, hop, MathMax, j'obtiens ceci. OK. Alors, pardon, je m'excuse, j'ai mal cliqué. Ceci, c'est quoi? Ici, à l'horizontale, vous avez la maturité technique de votre projet. Et ici, en vertical, vous avez la maturité commerciale. Quelle est l'idée de cet outil? C'est de pouvoir parler un langage commun quand on parle d'un projet. Alors vous allez voir, on peut l'appliquer à la base, c'est fait pour des trucs très high-tech, etc. Mais vous allez voir, ça peut s'appliquer à plein d'exemples. Et il y en a qui vont se marrer s'ils ont déjà vu quand je donne cet exemple de la confiture, mais je vais le reprendre ici. En fait, on imagine ici, vous voyez, vous avez toutes des phases, idée, formulation. On peut le mettre en anglais aussi au cas où, il suffit de changer la langue là-haut, mais idée, formulation, composants de labo, système en labo, démonstration, prototype usine, prototype terrain, prototype final, prototype optimal. Et ici, vous avez toutes les idées au niveau commercial. J'ai une hypothèse, j'ai regardé le marché, j'ai défini le besoin, j'ai une proposition de valeur, etc. Et puis, vous jouez un peu comme au Stratego, hein, donc croisement de cases, et vous dites, tiens, quand je suis en 4-4, je prends 4 ici, je monte, je vais par rapport en 4-4, j'ai quoi? J'ai une expérience. Je ne sais pas si vous lisez bien sur le truc, une expérience en labo, et j'ai au niveau commercial, par contre, j'ai la validation des hypothèses de solutions. Alors, on va prendre ça et on va l'appliquer avec, et vous pourrez me donner plein d'exemples si vous le souhaitez. Par exemple, moi, je souhaite faire, je reprends ma blague que j'avais fait l'autre jour, de la confiture chou de Bruxelles, ananas et poire. Voilà. Ici, ce n'est qu'une idée. Il y a une hypothèse qu'à Bruxelles, ça pourrait marcher sous Bruxelles, parce que les gens aiment bien ça. Et mon idée technique est là, mais je n'ai pas encore essayé de transformer la confiture en broyant des choux. Hein. C'est difficile d'aller demander à un investisseur d'investir dans un projet comme ça, d'accord? Au fur et à mesure qu'on va montrer, tiens, j'ai une formulation, maintenant je mettrai 3 choux de Bruxelles pour un ananas et 2 poires, ou quelque chose comme ça. Et de l'autre côté, j'ai un marché, il y a autant de personnes qui aiment les choux de Bruxelles, on a fait une petite enquête, mais à nouveau, j'ai rien de concret. On va avancer, on va avoir ici le fait que quand je viens en, j'essaie de refaire bouger parce que ça va 4-4, par exemple ici, voilà, là je suis en 4 et en 4, oui, j'ai l'expérience labo et j'ai une validation des hypothèses. Je monte au fur et à mesure pour arriver par exemple en 7-7. Ça, c'est l'étape où c'est facile pour un investisseur d'investir. Donc, vous voyez, j'ai mis ma souris dessus, je clique, il va m'expliquer exactement c'est quoi. Prototype, produit en environnement opérationnel et réalisation des premières ventes. Là, par exemple, vous avez eu votre pot de confiture que vous avez fait. Vous en avez peut-être fabriqué juste une quinzaine, mais ces pots de confiture sont au Proxy de l'Aise ou chez Farm, et ils sont chez Farm et il y a 20 vrais clients de chez Farm qui sont venus les acheter. Et donc, vous avez des vrais clients qui ont acheté vos prototypes. Et le patron de Farm vient vous retrouver et vous dit, voilà, moi, j'ai envie d'acheter ça parce que ma directrice commerciale dit que ça fonctionne super bien et on voudrait vous en commander 400. Et là, pour produire vos 400, vous avez besoin d'une machine et toute une série de choses. Et vous allez trouver des investisseurs et une banque pour dire, voilà,
bon, j'ai une commande de 400 pots, j'ai besoin d'engager 2 personnes, j'ai besoin d'acheter une machine, j'ai besoin de répondre aux normes de l'AFSCA parce qu'avant je faisais ça dans mon garage, et donc j'ai besoin de 200 000 euros. Ça, c'est quelque chose sur lequel l'investisseur a évidemment une certaine confiance puisque c'est dérisqué. Juste avant, ici, si vous étiez en 6.6, c'est un prototype produit dans un environnement simulé et les préparations de la vente. Donc, vous avez déjà fait des ventes tests, mais à mamie, papy, des amis ou d'autres personnes. Ce n'est pas encore un vrai truc. Donc ça, c'est en tout cas cette grille-ci, si vous vous amusez à jouer dessus, en allant sur un point, vous dites, moi je suis là, je pense que j'ai mon plan de vente, mais c'est encore en labo, et vous appuyez sur Action entreprendre, il va vous montrer comment passer à l'étape suivante, la 5.5. Si vous cliquez et que vous êtes ici, je veux passer, vous voyez ici, action suivante, et il vous montre comment on fait pour passer au TRL6, comment on fait pour passer au CRL7, par exemple. C égale commercial, T égale technique. C'est vraiment un outil qui sera intéressant parce que ça va vous permettre de savoir où vous en êtes finalement dans cet équilibre entre la technicité de votre produit, et ça peut être un service, ça peut être, moi je donne des formations. Est-ce que ma formation est prête? Est-ce que j'ai vraiment validé des demandes? Est-ce que je l'ai testé sur 10 personnes? Est-ce que je l'ai testé sur 100 personnes? Ah non, maintenant il y a vraiment des gens qui payent pour venir écouter ma formation. Vous voyez, on va écouter ça, et par rapport à vos investisseurs, ça met un langage commun. Voilà, comme ça j'ai répondu au moins une des questions, s'il n'y en avait pas d'autres, et on peut Oui, peut-être commencer à l'autre chose. Voilà. merci Pierre. J'ai quand même une seule question qui est arrivée, donc j'en profite rapidement. C'est de savoir s'il existe des canevas de business plan. Donc j'ai déjà parlé de monbusinessplan.be qui est disponible sur le Oui. site du 19. Mais si la question elle concerne un projet d'ASBL, donc est-ce que vous Oui. avez connaissance d'un canevas qui se prêterait bien à ce type de projet? Alors, moi j'ai écrit un bouquin là-dessus à l'époque, mais donc, mais je crois plus qu'il est disponible. Enfin bon, alors moi ce que je conseillerais, que ce soit une ASBL ou que ce soit une entreprise, je pense que l'idée au début, je recommande vivement de commencer d'abord par bien valider donc où vous voulez aller, ce que vous voulez faire, comment le faire. Le modèle que je recommande, c'est évidemment le plus simple, c'est toujours le Business Model Canva, BMC. On est sur Internet, vous voyez, hop, je tape Business Model Canva et vous allez voir que vous prenez vidéo, vous allez avoir plein de petites vidéos qui l'expliquent. Moi, je recommande celle-ci. Vous voyez, sur YouTube, Business Model Canva, celle-ci, ça dure 2 minutes 20. Elle existe en français aussi. Il faut regarder, il y en a qui sont en français, plusieurs qui vont pouvoir vous expliquer comment ça fonctionne. Et ça va vraiment vous aider à pouvoir, le business model Canva, pour rappel, il vous met en 9 boîtes, en 9 box. Je vais vous montrer une image du business model Canva. C'est ceci, d'accord? Voilà, hop, clac, je clique dessus. Vous avez, hop, je vais essayer de voir si on peut le voir en plus grand. Voilà le business. Est-ce qu'on le voit bien ou pas? Je vais faire bouger juste peut-être ça. Attendez, hop. On ne voit pas la toolbox que j'ai qui bloque un peu mon écran. Attendez, j'en vois juste. Vous voyez, on regarde le business model Canva. C'est des questions de base. Si vous voyez ici, ça veut dire quoi? On va dire, tiens, je veux faire mon ASBL. C'est quoi ma proposition de valeur? Quelle est la mission de mon ASBL? On va vous demander, on va prendre le schéma donc, de gauche à droite. Ici, on va vous demander qui sont vos partenaires clés. Donc, par exemple, vous dites, tiens, moi, mes partenaires clés, imaginons que je fais une ASBL qui donne des formations gratuites pour apprendre à, par exemple, mieux remplir des formulaires de la commune. OK? Eh bien, il faut que dans mes partenaires, j'ai peut-être des communes qui soient partenaires avec moi pour nous donner leurs procédures. Dans mes partenaires clés, je vais peut-être avoir toute une série de bénévoles, d'accord? Donc, je vais mettre là tous mes partenaires égale bénévoles, les communes, je mets partenaires clés. Quelle est mon activité clé? Mon activité clé, c'est d'aider à remplir des formulaires, d'accord? Donc, je vais dire pour ça, je dois pouvoir écrire, recevoir des gens. Mes ressources, c'est quoi? Je dois peut-être avoir un local. Oui, je mettrais plus mes ressources ici, ce serait mes bénévoles, pardon, par rapport à ce que j'ai dit, vu que j'invente sur un des concepts. Ma proposition de valeur, c'est quoi? Quelle est la relation que j'ai avec mes clients? Quels sont mes segments aussi? Est-ce que mon ASBL cible des jeunes, des personnes plus âgées? Donc, quels sont les types de clients que vous avez ici? Vous avez listé vos clients. Quels sont mes canaux de distribution?
Est-ce que je fais ça de manière digitale? Est-ce que je fais ça dans les points de vente? Est-ce que je prends un bureau dans les différentes communes? Est-ce que je fais ça dans les écoles? Et donc, quels sont les canaux avec lesquels vous allez utiliser la distribution de vos produits ou services? Quels sont mes flux de revenus? Est-ce que ce sont les communes qui me payent ou est-ce que ce sont les gens qui utilisent les services qui me payent? Quels sont mes coûts ici, qui je dois payer, mon local, mon électricité, etc. Et donc, ça vous permet en tout cas là d'avoir fait un premier schéma avec votre business model et de vous être posé les 9 questions types. Pourquoi c'est bien ce schéma-là? C'est parce que vous pouvez utiliser ça, vous le faites en grand sur un mur et vous jouez avec des post-it et vous venez comme ça un petit peu coller des post-it différents et vous pouvez discuter avec votre équipe et parfois peut-être vous dites tiens on est là, hein, on est dans les segments de clients, on sert aujourd'hui les jeunes et jusqu'à 45 ans, on se dit tiens, est-ce qu'on ne ferait pas un service spécial senior? Et donc vous dites tiens, si je fais un service spécial pour les seniors, peut-être que je devrais avoir un nouveau canal de distribution, avoir par exemple une présence dans les maisons de repos pour mon service. Ça veut dire quoi là-dedans? Il faudrait peut-être que dans mes ressources clés, j'ai du personnel qui soit plus apte à parler avec les seniors. Tiens, dans mes partenaires clés, qu'est-ce que je pourrais avoir comme partenaire? Vous voyez, l'idée, c'est d'avoir un modèle pour jouer en tout cas sur votre business model. Et puis, une fois que vous aurez joué là-dedans, avec ces post-it, c'est facile parce qu'on les enlève et on peut les décoller, etc. Une fois que vous aurez fait ces hypothèses, vous pourrez alors commencer à le rédiger. Et là, My Business Plan, donc je le tape aussi ici. Attendez, je vais reprendre là. Quand vous retapez My Business Plan, parce qu'on ne le voit plus, moi je ne le voyais plus, je reprends My Business, attendez, Business C'est Plan mon sur business 18-19, plan. on a le lien. Mais ça, tu peux mettre le lien, toi, peut-être, Catherine. Oui, je l'ai mis dans le chat. Ah voilà, donc dans les outils de Bruxelles, vous avez toujours My Business Plan qui vous explique comment on peut le faire. Et ça, c'est top. C'est vraiment aussi une question. Il y a un document Word, en fait, là-dedans, qui peut le faire. Je regarde juste si moi, si je l'ai le Word, parce que je trouve que ça vaut la peine de juste l'avoir montré. Business Plan. Alors, je vais regarder si c'est celui-là. Voilà, vous l'avez là, votre business plan. Et le truc qui est très chouette avec ça, c'est que, vous voyez, il y a toute une série de questions. Mon projet. Ah oui, j'ai pas celui avec les explications, sorry. Là, je les type. Mais il y en a un avec des explications où on vous explique comment répondre à chacune de ces questions. Je ne sais pas si tu peux mettre le lien vers celui-là, Catherine. Celui qui est complet, moi, je ne l'ai pas là direct. Oui, j'ai renvoyé vers le site du 18-19 et donc Voilà. Et là, là, il y a les outils. vous avez vraiment le business plan avec toutes ces. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas la formule plus complète. Ah oui, voilà, ici. Là, je l'ai là. Business plan FR. Et là, je sais que j'ai mis les détails. C'est mon petit code à moi. C'est pour dire que là, il est. Non, non, toujours pas. Non. Ah si, voilà, ici. Donc ici, vous voyez, quand on regarde, par exemple, le summary, on va vous donner tout ce qui est en bleu. C'est des petits trucs et réponses pour vous apprendre à répondre à ça. D'accord? Il vous faut présenter un résumé de votre projet. On vous met toutes les sous-questions qu'on peut mettre. Quand on vous dit l'entreprise, on vous rappelle ce qu'il faut mettre dessus. Attendez, on va prendre un truc. En quoi vous êtes la bonne personne, équipe pour mener ce projet à bien? Vous voyez sur mon écran là, quelle est l'adéquation entre vous, votre équipe, votre expérience et le projet? Quelles sont vos motivations? Et on vous aide à remplir. Et vous voyez, quand vous avez répondu ça, c'est pas un truc qu'il faut faire tout seul et en une journée. Hein. C'est quelque chose que vous devez discuter, la concurrence. On vous explique. Évidemment, c'est intéressant, comme on dit ici, de dire qu'il n'y a pas de concurrent, vous êtes le seul au monde, vous avez la meilleure idée. C'est intéressant quand même d'interroger un peu. Et donc, ce business plan-là pourra vous aider. C'est un document gratuit qui est mis à disposition par le 18-19. Voilà, il est 29. Là, par contre, je pense qu'il faut qu'on passe à la suite. J'espère avoir pu répondre aux questions posées. Merci beaucoup, Pierre. Super. Catherine, je peux passer alors à mes premières questions? Effectivement, Super. vous pouvez y aller. Est-ce que tu souhaites partager ton écran, Sévan? Non, non, j'ai ma présentation de Solifine qui est pour plus tard, mais j'avais pas noté les questions que je voulais poser à Pierre sur mon écran, donc je vais y aller comme ça. Et donc Pierre, en fait, pour introduire un peu ce débat avec toi, juste en deux mots, donc pour les participants, moi je suis donc Sévan Alemans, je suis directeur de Solifine, qui est un réseau d'acteurs de la finance responsable belge.
On regroupe aujourd'hui 22 membres qui représentent différents types et acteurs de financement, depuis des fonds d'investissement publics, privés, jusque des banques, des fondations, des plateformes de crowdfunding. On rassemble un peu tout ce petit monde pour notamment favoriser l'accès au financement des entrepreneurs à impact social et environnemental. Mais ça, je vous présenterai Solifine un peu plus tard dans la matinée. La première question que je voulais poser Pierre, c'est plus un peu de dézoomer sur toute la semaine et surtout sur ton rôle à toi en tant que CEO d'un invest public. Juste un peu justement pour brosser, depuis que tu es CEO, comment Finance Bruxelles évolue. On a parlé de recapitalisation. Aujourd'hui, je pense que vous êtes doté aussi d'une nouvelle stratégie d'investissement que tu nous as introduite lundi, et notamment au niveau de l'impact sociétal des entreprises. Donc, si tu pouvais, ma première question, c'est comment toi tu vois justement l'évolution du rôle d'Invest Public depuis ces dernières années, et avec une question bémol là-dessus qui est le Covid, et en quoi est-ce que le Covid pourrait être une opportunité pour une nouvelle économie plus durable d'émerger. Voilà, c'est assez large, mais comme ça nous permet d'introduire. Alors, premier point, donc comment nous, on a évolué ou comment on voit le rôle d'un invest. Alors, nous, on a cette particularité d'abord de dire que nous sommes un invest où on mixte public et privé. L'idée, c'est tout le temps de se faire challenger aussi par le privé. Donc ici, on a levé effectivement, donc moi j'ai pris les commandes en 2018, enfin septembre 2018. Le défi, ça a été de transformer l'invest et de devenir, avec pour ambition de dire qu'on voulait être un invest exemplaire. Et on ne veut pas travailler dans parfois la meilleure manière de vérifier si les gens sont alignés avec nous, c'est de voir si on est capable d'avoir des gens qui sont prêts à investir à nos côtés. Et donc ça a fonctionné. On a fait une transformation, on a fait une stratégie et on vient de lever 134 millions sur les en allant nous aussi comme une start-up voir tout le monde. J'ai dû aller faire des présentations, expliquer notre stratégie et on a levé 134 millions. Et un des actionnaires, c'est évidemment la région et le reste, ce sont des privés. On a une dizaine de privés. Ça va de Solvay en passant par Partena, Belfus, Etias, AG Insurance, donc des investisseurs aussi assez exigeants en termes de gouvernance et de transparence. Donc ça, c'est important. Le rôle d'un invest, en fait, ce que je trouve qui est important, c'est de dire que nous, on doit faciliter et compléter la chaîne de financement des entreprises. Je demande toujours j'enseigne aussi un cours de stratégie, je demande aux élèves de toujours pouvoir résumer la stratégie de leur boîte en 2 ou 3 lignes. On veut faire quoi? Et nous, ici, on veut faciliter et compléter la chaîne de financement des entreprises à Bruxelles. Et ensuite, on veut aussi pouvoir mettre Bruxelles sur la carte dans une série de thématiques. Ça, c'est ce qu'on veut faire. Faciliter et compléter la chaîne de financement, on veut aussi, nous, le faire de manière bienveillante et pédagogique. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai une carrière de 18 années avant d'être ici dans l'invest classique. Hein. Je rentrais dans les boîtes, j'étais le CEO, je devais transformer et je sortais en gagnant beaucoup d'argent, pour être clair. Mais je ne m'y retrouvais pas là-dedans non plus à un moment donné. C'était de la transfo, etc. Ici, et dans ce cadre-là, nous, quand on rentrait en tant qu'investisseur, on défendait surtout notre position d'investisseur, c'est-à-dire dire on doit sortir avec beaucoup plus. Ici, l'idée, c'est qu'on ne renonce pas à la rentabilité, c'est sûr, mais on va toujours essayer de trouver la solution qui va le plus dans l'intérêt du porteur de projet et de l'objectif qu'il veut atteindre. Il y a aussi un grand changement de concept depuis quelques années, c'est que avant, dire que l'on faisait de l'investissement d'impact, c'était un peu un truc marketing sympa pour certains. C'est-à-dire, c'était, voilà, oui, on fait de l'impact. Et les gens disaient, oui, je suis dans le green, j'aime beaucoup le vert. Et alors, les gens avaient des t-shirts verts. On mettait aussi une table de ping-pong à l'entrée de la boîte pour dire que tout le monde était heureux et ça faisait un peu sympa. Aujourd'hui, on est beaucoup plus loin. On a le fait que beaucoup d'investisseurs sont convaincus que l'investissement dans l'impact, au-delà du fait qu'il crée d'autres formes de valeur, va rapporter aussi plus ou va éviter une série de dépenses inutiles. Je vais vous montrer, si je peux, 2 secondes, mais je regarde quand même parce que j'ai une série de présas. Je vais vous montrer un slide que je trouve très chouette quand on parle dans l'impact. Attendez, hop, zoom.
Tu peux me remettre pour que je puisse partager, s'il te plaît, Catherine? Si elle ne nous a pas quitté, Catherine, en fait, je ne sais pas. Ou est-ce que quelqu'un peut me remettre pour partager un slide? Juste ça. Oui, tout à fait. Je vais vous remettre Comme ça, je partage un truc parce que je trouve que la celui-là peut présentation. répondre. C'est fait ou pas? Non, je vois pas, mais. Ah, Non, alors, je le fais de suite. Voilà, normalement, c'est bon maintenant. normalement, c'est bon. Mettre en pause. Si ça veut bien fonctionner. Alors, Non, je l'ai pas, mais. voilà. Ah oui, voilà, ça y Normalement, est, je l'ai. Voilà, je vous montre un truc. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Voilà, je prends ce slide-ci. On voit le slide? Attendez, oui, hop, sorry, j'ai bougé. Voilà, ça. L'idée, c'est de dire quoi? L'impact aujourd'hui, c'est il y a des critères financiers, des critères non financiers, et on arrive de toute façon à une meilleure rentabilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est dans un business aujourd'hui qui fait de l'impact, on répond aussi aux envies des consommateurs. Le consommateur est roi et le consommateur est de plus en plus vigilant. Je trouve que c'est le truc le plus important. C'est la théorie du colibri. Si chaque consommateur fait sa part, eh bien, in fine, on va avoir un impact énorme. Je vous donne un exemple très court. Lundi, je discutais avec Fabienne Pierre, qui est la patronne de la microbrasserie Arrêt Vert. Avant, pour des produits locaux, artisanaux, c'était impossible d'obtenir une place dans un supermarché. Ou alors, il fallait à la limite qu'ils viennent mettre leur bière eux-mêmes, etc. C'était pas rentable, ils étaient payés à 90 jours, ça pouvait pas aller. Les supermarchés, maintenant, les chaînes de grande distribution, ont mis en place des systèmes pour pouvoir distribuer les produits locaux. Pourquoi? Parce qu'il y a une demande et parce qu'ils savent que ça va créer de la valeur. Donc, l'attente des consommateurs. La productivité aussi. Quand vous travaillez dans une entreprise qui fait sens, les gens sont plus motivés et les gens vont encore plus se donner à fond pour la boîte parce qu'ils ont un travail qui fait sens. On voit aussi qu'il y a des gens, c'est pas pour rien que quand vous travaillez pour un cigarettier aujourd'hui, vous êtes payé beaucoup plus cher parce que les gens ne sont pas fiers de travailler pour ce genre d'entreprise et ne sont pas motivés là-dedans. C'est pas une blague, les voir, les salaires qui sont payés et les gens là-bas sont assez frustrés parce que leur job ne fait pas forcément sens. Reputational risk, c'est clair que quand on travaille dans l'impact, on a une boîte où on ne risque pas demain de faire les titres des journaux parce qu'il y a eu un scandale ou parce qu'on découvre qu'on utilise des fournisseurs qui sont au bout du monde et où on exploite des enfants, par exemple. L'accès au marché, c'est clair que de plus en plus aujourd'hui, de commandes. Dans les commandes, on vous demande si vous matchez une série de critères d'impact. Donc, ça a aussi un impact. Et puis, tout l'environnement régulatoire. Il va y avoir de plus en plus d'exigences qui vont dire, demain, on va créer une règle où on demande, par exemple, c'est les fameuses ne pas impacter impacter négativement significativement. C'est Do No Harm Significant Principle de la Commission européenne. On dit aussi DNSH Principle, c'est un des principes. Ce point de vue-là, par exemple, c'est quelque chose qui est super important parce que pour l'investisseur, ça évite l'incertitude de dire tiens, j'ai investi dans telle société, c'est des voitures qui font tel type de choses, mais demain, peut-être qu'il peut y avoir une réglementation qui va totalement détruire le bénéfice de cette société. Donc, sachant qu'on est dans une boîte d'impact, on risque moins d'être sanctionné. L'étape au-dessus de la pyramide, pour lever des fonds, quand vous êtes dans l'impact aujourd'hui, il y a de plus en plus d'investisseurs qui vont dire waouh, chouette, j'investis parce qu'en plus, c'est une boîte dans l'impact. C'est aussi plus important pour les performances financières parce qu'une boîte qui, par exemple, prête une attention particulière à la consommation énergétique, amène aussi des meilleures performances, des coûts moindres. Et donc, quand on a ça, c'est plus facile aussi de revendre la société. Parce qu'une société qui sera d'impact sera, quand on devra vendre la société et vous allez en sortir, ce sera plus sexy à vendre. Et évidemment, tout ça sera aligné avec tout ce qui est environnement, social et gouvernance. Donc, je reviens là-dessus. Ça veut dire que nous, dans l'Invest, on a effectivement comme mission de faciliter et compléter, je requitte le truc ici, la chaîne de... Vous voyez mon écran normal ou pas? Je sais pas. Non, là, on a toujours ton partage d'écran. Donc, oui, mais est-ce qu'on voit, on nous voit nous dans le partage d'écran? On voit ta quoi? pyramide, on voit ton slide. On voit la pyramide, alors je vais recouper. L'idée, c'est que on facilite et complète, on a levé, on cherche l'impact aussi, c'est-à-dire que dans tous les dossiers, ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on ne va pas trouver demain
plein de dossiers d'impact. Hein, je veux dire, malheureusement, par contre, on va trouver des gens qui veulent impacter. Ça, on le voit beaucoup plus dans nos investisseurs. Et donc, l'idée, c'est qu'on est en train maintenant de mettre au point une méthode. Et l'idée, là, c'est de collaborer effectivement avec Solifin et toute une série d'acteurs pour qu'ensemble, on puisse aider les entreprises à effectuer un trajet vers plus d'impact. Donc, exemplaire, facilité, compléter, bienveillance, en disant qu'on doit aussi, ce dernier point qu'on met, on doit être bienveillant et pédagogue, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient chez nous et qui dit « moi, j'y connais rien en investissement, je ne sais pas c'est quoi la différence entre la dette mezzanine, etc. Mais voilà mon projet, voilà ce dont j'ai besoin », nous, on doit l'aider à aller parfois aussi s'orienter vers les bons investisseurs. Et donc, justement, je rebondis sur ce que tu viens de brosser de manière assez large, qui introduit très bien le sujet et le rôle d'un investisseur public. Lundi, tu expliquais justement ce passage de l'exclusion de secteurs, par exemple, polluants, cigarettiers, etc., à l'investissement de conviction. Alors, au sein de Finance Bruxelles, aujourd'hui, vous avez une vraie stratégie pour exclure certains critères et justement, comme tu montres ici, minimiser des risques de réputation, etc. Donc, en allant analyser les risques environnementaux, sociaux. Ça, c'est toute une grosse partie du portefeuille. Vous avez ensuite, et donc là, tu expliquais bien lundi que vous accompagnez, et là, c'est vraiment l'idée du trajet, de pouvoir faire transiter et d'accompagner les entreprises dans cette transition. Ensuite, vous avez aussi des produits qui sont plus, du coup, impact pur, où là, on soutient les entreprises qui ont un vrai impact positif sociétal sur un des besoins fondamentaux de nos sociétés aujourd'hui. Donc, par exemple, BruCircle ou bien ce que vous faites dans BruSoc. Ma question là, elle est aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui justement ce pilier plus impact, donc qui ne sont pas des entreprises qui essaient de limiter leurs externalités négatives, mais vraiment qui essaient d'avoir un impact positif. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Et surtout, comment est-ce qu'on peut accélérer aujourd'hui ces entreprises? Comme tu le dis, il n'y en a pas énormément. Quel est notre rôle en tant que financeur pour accélérer aujourd'hui ces boîtes qui font un impact positif? Alors, d'abord, un point aussi à rappeler, c'est qu'en tant qu'invest, quand on dit public, donc nous, on cherche à créer de la valeur pour la région, hein, donc rentabilité et impact. Et il y a quand même un autre point à souligner, c'est aussi le fait qu'on fait transparence, équité, gouvernance. Ça, c'est quand même les points. On a refait aussi nos statuts, etc. Donc là-dessus, on doit aussi être exemplaire, transparence, montrer ce qu'on fait, équité. Équité, ça veut dire qu'effectivement, il y a des dossiers où on va pas, c'est pas égalité, on ne va pas donner 100 000 à tout le monde, on va donner en fonction du besoin, etc. Ce qu'on constate par rapport au dossier impact, on n'en a pas assez. Et aujourd'hui, à Bruxelles, certainement, il ne manque pas d'argent. Je veux dire, quand on regarde aussi dans votre réseau chez Solifin, je pense que des invests qui sont prêts à soutenir de l'impact, il y en a beaucoup. Et donc, ce n'est pas un problème d'argent disponible, ce n'est pas un problème de bonne volonté. Le challenge aujourd'hui, il est d'inspirer des entrepreneurs à créer des projets rentables, pérennes et d'impact. Là-dessus, il faut savoir que le cabinet de la ministre Tract, on a discuté avec le cabinet et ils ont pris l'initiative que je trouve super intéressante, qui est qu'il y a une étude qui a été lancée pour sélectionner un peu partout dans le monde, et il y a un ouvrage qui va sortir là-dessus, 60 projets d'impact inspirants et qui sont rentables. Et donc, on sait que tous les acteurs de l'impact n'ont pas de problème, entre guillemets, à ce qu'il y ait des copier-coller des idées. Et donc, l'idée, nous, c'est de faire une petite campagne pour vraiment mettre en avant tous ces projets d'impact qui fonctionnent pour que l'entrepreneur, je veux dire, c'est un petit peu comme la logique des franchises. Un franchisé, c'est quoi? C'est un entrepreneur qui est super motivé, entrepreneur ou entrepreneuse, super motivé à lancer son projet, mais cette entrepreneuse va dire j'ai juste pas l'idée, quoi. J'aimerais bien avoir une bonne. Et donc là, quand on va chez les franchisés, on reprend un truc qui fonctionne quelque part, et donc on peut mettre toute sa dynamique d'entrepreneuse, d'entrepreneur au service d'un projet. On veut faire un peu la même logique, c'est de dire, regardez ce projet-là, il a super bien fonctionné en Norvège, en France ou en Hollande. On part de projets que l'on pourrait développer sur Bruxelles et qui sont rentables. Quel est leur chiffre? Quelles sont les clés du succès de ce projet? Et donc ça, c'est une manière
de stimuler le deal flow, l'origination des dossiers, en disant, ben voilà, on a eu des bonnes pratiques et de le faire. Pourquoi? Parce que effectivement, il y a beaucoup de projets qui ont été créés les dernières années, mais ce sont des projets qui ne sont pas encore sortis de cette étape d'incubation. Or, on sait que donc les étapes d'incubation égale cette étape jusqu'à pouvoir arriver à être rentable, passer pile le break-even. Et donc, plutôt que de mettre, parce que ça, parfois c'est un peu difficile, si on met vite sur le podium un projet qui n'est pas encore rentable, tout le monde va dire waouh, super, génial le projet. Le projet, pour des raisons légitimes, peut se casser la gueule, parce que quand même, il faut rappeler que quand on innove, il y a oser innover, c'est oser accepter aussi le fait que l'on peut prendre les pieds dans le tapis et qu'un projet peut ne pas cartonner pour des raisons diverses et parfois complexes, qui méritent toujours par contre d'être analysées. Et donc, le problème alors, c'est qu'on va servir ceux qui disent ouais, mais vous voyez l'impact, ça marche pas, etc. Donc, l'intérêt, c'est de mettre en avant ces projets d'impact qui sont rentables pour que les gens s'en inspirent et puis que les gens recroisent peut-être un ou deux projets pour amener une nouvelle idée. Pourquoi? Parce que dans les projets d'idées, d'impact, comme dans les projets je dirais classiques de technologie, il faut toujours avoir un pivot. Un pivot, c'est le fait que quand on lance une idée, à un moment donné, on se rend compte que tel élément ne fonctionne pas et on doit changer. Je prends un exemple. Permafungi à Bruxelles a eu du mal à devenir rentable. Aujourd'hui, c'est une top boîte. Pour reprendre juste le schéma, et Julien l'expliquerait beaucoup mieux que moi, mais je le donne court, c'est au départ, c'est l'idée de dire on va cultiver des champignons dans du marc de café, donc c'est vraiment un projet circulaire, et en plus, on va aller livrer nos champignons en vélo, et on va aussi aller collecter le marc de café en vélo. À un moment donné, c'est difficile parce que c'est génial de le faire en vélo, mais quand on veut tout faire dès le départ comme ça, eh bien, on arrive à bloquer un peu dans la rentabilité. Donc, à un moment donné, ils ont fait pivoter plusieurs éléments, puis ils ont trouvé qu'ils peuvent en fait se rendre compte que dans leurs clients, ils avaient par exemple pain quotidien et exquis. Et puis, in fine, aujourd'hui, c'est quand le pain quotidien passe dans tous ces magasins, en même pour livrer l'ensemble des produits, une grande quantité, il en profite pour collecter le marc de café. Et quand il vient dans les bureaux de Permafungi, il va, en même temps qu'il ramène le marc de café collecté de la semaine, il va prendre ces champignons pour les remettre dans ses magasins. Et donc, on a réussi à faire l'économie et avoir une logistique qui est efficace. On n'a pas rajouté des trajets en plus et des consommations inutiles. Par contre, on a réussi à permettre au business model de Permafungi d'être plus rentable et donc de pouvoir être beaucoup plus pérenne. Et donc, je pense que c'est là-dedans qu'il y a cet exercice, c'est qu'il faut pivoter et il faut, à Bruxelles, stimuler la rencontre entre des entrepreneurs dans l'impact pour échanger sur les bonnes pratiques et parler de ces pivots. Je vous donne un autre exemple. J'aime bien avoir des exemples. Bonjour Maurice, voyez. Bonjour Maurice, ce sont ces vêtements que l'on peut retourner, donc les vêtements réversibles. Au début, ils vendaient juste à l'unité. Okay, donc, ils vendaient un vêtement à l'unité. Bon, moi, j'ai 4 enfants, donc je connais le sujet. Et ce sont des vêtements qui étaient quand même un peu plus chers parce que ils étaient et on en avait juste un qui pouvait être réversible. Maintenant, si vous allez sur le site, on pourrait y aller, vous allez sur Bonjour Maurice, vous allez voir qu'ils vendent un package de 3 pantalons et 4 dessus. Donc, si vous faites l'exposant, vous avez près de 50 combinaisons que vous pouvez faire avec juste un pack où vous avez 3 pantalons, 4 dessus, puisque chacun peut être réversible. Ce qui veut dire que ce projet, quand vous vendez en une fois avec le coût d'acquisition, vous savez que pour convaincre quelqu'un, convaincre une famille de dire tiens, testez Bonjour Maurice, en une fois, ils vont acheter beaucoup plus. Et en même temps, l'enfant va devenir addict parce que l'enfant va pouvoir devenir autonome. J'adore ce produit, par exemple, je trouve. L'enfant va pouvoir devenir autonome parce qu'on va lui mettre ses 5 vêtements et on sait que, grosso modo, s'il combine ça, ça ira toujours. D'accord? Mais ça, je trouve ça génial parce qu'ils ont réussi à dire non, vendre à l'unité, on ne va pas fonctionner. Ils vendaient à l'unité plus dans des points de vente, c'était compliqué. Maintenant, ils vendent et en une fois, ils vendent beaucoup plus. Et alors, vu que l'enfant devient addict, on remplace au fur et à mesure une pièce du produit. Et donc ça, c'est un pivot intéressant
dans l'économie circulaire, dans l'impact. Et puis, autre chose, on pourrait en parler, par exemple, sur Bonjour Maurice, à un moment donné, ils se sont dit, tiens, maintenant, on va essayer d'engager une styliste qui est plus compétente que nous, la petite équipe. Ils ont essayé d'automatiser certains éléments et donc cette boîte progresse. Donc, en échangeant les bonnes pratiques, en mettant en avant les projets qui ont osé pivoter et qui expliquent en quoi, au début, ils étaient à côté de leur pompe, je pense qu'avec ça, on va pouvoir grandir. Et du coup, je rebondis sur ces deux bons exemples pour te poser la question. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est en fait un bon investisseur à impact? Si on veut aujourd'hui soutenir ces entreprises, puisque donc en fait, c'est exactement le constat qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent qui est disponible et on voit au sein de nos membres, en fait, la majorité des projets sont très early stage dans l'impact. Et heureusement, il y a de plus en plus d'acteurs financiers qui viennent à ces early stage et qui prennent des risques pour les soutenir à ce stade de développement. On voit ensuite que là où il y a un vrai gap, c'est en effet, il y a beaucoup d'argent pour des stades plus matures et peu de projets. Et la question, c'est évidemment, mais comment est-ce qu'on accompagne et comment est-ce qu'on change aujourd'hui nos pratiques, que ce soit en tant qu'investisseur ou que ce soit en tant qu'accompagnateur, puisqu'on va en discuter après avec Coke City, etc. Et c'est un peu la journée aujourd'hui. Tu as parlé de rentabilité, tu parles aussi de pivot et donc de long terme. Là, c'est plus pour les investisseurs. Donc, qu'est-ce que, selon toi, et est-ce que c'est aujourd'hui le rôle que Finance Bruxelles est en train de prendre? Quel est votre rôle d'accompagnement et quel est votre rôle d'investisseur? Où vous pouvez faire la différence pour soutenir justement ces entreprises dans ce creux? C'est un peu cette vallée de la mort entre le démarrage et la maturité des entreprises. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Alors, avec l'équipe de Finance Bruxelles, en Finance et Invest Bruxelles, en 2020, on a fait 327 projets. Et toute l'équipe comprise, donc il faut savoir, il y a 17 analystes au total. Donc voilà, 327 projets, 17 analystes. On ne peut pas nous faire vraiment l'accompagnement, mais on a un écosystème intéressant via le 18-19, on a Hub. Donc il y a vraiment un passage de relais entre les différents acteurs de l'écosystème et je pourrais montrer, mais à mon avis tu le montreras tout à l'heure, si on montre le slide ah oui, pardon, vous ne le voyez pas là. Le slide Solifin, en tout cas, moi j'ai un slide Solifin dans mes présas, comme j'avais montré lundi, où on voit tous les acteurs qui y a à Bruxelles et qui peuvent accompagner. Moi, ce que je vais recommander, c'est de dire que, en fait, il est important de dire que 1 euro n'est pas égal à 1 euro. Je veux dire quoi? On parle souvent de smart money, d'argent intelligent. Je pense que le porteur de projet, la personne qui souhaite lancer un projet, je prends l'exemple. Vous êtes dans un projet que vous voulez lancer justement, par exemple, au niveau, je vais reprendre un domaine, au niveau vestimentaire, où vous allez avoir des pivots. Mais par exemple, avoir comme investisseur, par exemple, la fondatrice de Bonjour Maurice, c'est génial parce que vous avez quelqu'un qui est déjà passé par là. Donc, vous devez essayer de vous entourer, le choix de vos investisseurs. Il ne faut pas se précipiter. Souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on voit le crash quand on voit que vous vous retrouvez avec des gens qui ne sont pas alignés sur vos valeurs au départ. Et donc, c'est important de bien vérifier quand vous faites un tour des investisseurs, de dire j'ai besoin de quoi, quelles sont mes faiblesses. Et donc, de dire tiens, moi, dans mon conseil d'administration, même si j'ai une petite boîte, ça vaut la peine de dire il faudra 4 personnes. Je ne suis pas un bon juriste, il faut peut-être un bon juriste. J'ai besoin de quelqu'un qui s'y connaît dans tel truc. Ah bien, j'ai une copine qui est super forte en marketing qui pourra venir nous challenger là-dedans. Et donc, c'est important d'avoir des investisseurs et une équipe qui se complètent, des gens qui peuvent se parler vrai et des gens qui se complètent. Est-ce que vous vous dites, avec cette personne-là, je pourrais avoir un moment donné où on va être dans une situation très délicate et que ça va fonctionner. Donc moi, j'insisterai beaucoup pour vous renseigner un peu quand vous entendez parler d'un investisseur, téléphonez aux porteurs de projets qui l'ont comme investisseur et vérifiez si oui ou non cet investisseur est créateur de valeur autour de la table. N'oubliez pas qu'un investisseur, il va être à toutes les étapes. Donc, le jour où vous allez devoir revendre votre entreprise, il ou elle a pris 20% de votre entreprise, il bénéficiera de tout le travail que vous avez fait. Si cette personne est un investisseur dormant, c'est bien si vous vouliez quelqu'un qui ne dit rien autour de la table. Mais perso, je ne pense pas que ce soit utile. Parfois, il faut ce juste équilibre avec peut-être quelqu'un de votre famille qui va dire écoute, moi, pas de problème, j'ai investi autant dans ton projet
je veux rien savoir, je te fais entièrement confiance. Si vous avez un cadeau comme ça, regardez à côté quelle est la qualité de l'investisseur. Nous, on va toujours regarder ça. Nous, chez Finance, on pourrait être à l'écoute, on pourrait être à l'aide, mais je ne veux pas survendre ce point-là. On pourra vous mettre en contact avec plein de personnes, mais on ne pourra pas être aux commandes de votre entreprise. On ne le fera pas, ça, parce qu'on n'a pas les ressources pour le faire. Mais on pourra vous remettre dans l'écosystème qui peut le faire, et on cédera volontiers notre place dans la gouvernance, par exemple, à quelqu'un de l'écosystème. On sait que cette personne est une référence dans le domaine dans lequel vous êtes. Donc, réfléchissez à des investisseurs qui vont vous apporter une expérience, voilà, quelqu'un qui a été une entrepreneuse, qui a fait son projet, qui l'a peut-être vendu, qui avait peut-être des magasins, ou qui avait une solution technologique, ou qui avait un sujet comme ça et qui pourra parler avec vous, qui pourra vous parler vrai, qui osera vous dire je suis pas d'accord avec ton idée. Il faut imaginer ça. Et ça challenge. Quand vous avez un bon débat dès le départ, mettez des points sensibles très vite dans vos discussions avec vos entrepreneurs, vos investisseurs et investisseuses. C'est ça. Et alors, Pierre, je vois qu'il nous reste 5 minutes. Je t'aurais posé encore d'autres questions sur la transition, mais je vais me concentrer sur le sujet sur lequel on est, qui, je pense, est le plus pertinent pour les gens qui nous écoutent. C'est, donc, tu l'as dit, un des piliers, je pense, de l'investissement responsable, c'est le long terme, pour pouvoir aider les entreprises à pivoter, à trouver leur bon business model, etc. Un deuxième pilier dont on parle souvent et qui pose beaucoup de questions, c'est évidemment le retour financier, le retour sur investissement. On voit au sein de Solifin, par exemple, sur nos 22 membres, on a 22 modèles économiques différents et 22 attentes financières très différentes qui vont depuis des investisseurs un peu philanthropes qui veulent juste préserver leur capital, jusque des investisseurs qui mesurent l'impact, qui ont des grandes intentions au niveau de l'impact, mais qui vont demander des retours financiers qui sont très proches du marché classique. Aujourd'hui, quel est ton point de vue là-dessus? J'entends souvent les entrepreneurs qui disent, qui vont mettre par exemple un investisseur qui demande du 12% en disant mais ça c'est complètement fou aujourd'hui, c'est un gros capitaliste, etc. D'autres qui vont dire mais un investisseur en fait qui veut juste préserver son capital, c'est un philanthrope et il va pas vraiment me pousser au niveau de la rentabilité de mon entreprise, etc. Quelle est ta vision là-dessus? Qu'est-ce qui est sain et comment cet aspect-là peut favoriser de nouveau l'avènement de ces entreprises à impact? Alors là, moi j'ai un avis assez clair. En fait, l'idée c'est que il faut qu'un projet puisse se développer à la hauteur des ambitions des fondateurs du projet. D'accord? Donc il faut qu'on puisse se développer. La rentabilité, il faut la viser. Et donc, il faut viser absolument une rentabilité dans votre projet et par étapes. Okay? Par contre, quand vous avez cette rentabilité, n'oubliez pas qu'en tant qu'actionnaire, en tant que porteur de projet, vous décidez ce que vous faites de cette rentabilité. Et donc, vous pouvez très bien dire, j'ai cette rentabilité et je vais la réinvestir dans plus d'impact. Je vais faire en sorte qu'avec cette rentabilité, par exemple, j'ai envie d'engager des profils dans mon entreprise, par exemple, qui seraient issus de la diversité, qui n'ont pas été formés, et mon entreprise va former aussi des personnes et prendre à charge la formation de ces personnes. C'est un luxe de faire ça, de dire que je prends des gens qui, par exemple, ne parlent pas français et que j'ai envie je prends vraiment un exemple au hasard, hein, donc il ne faut pas me juger sur l'exemple, mais je dis qui ne parleraient pas du tout français, et je dis tiens, nous, on est dans le circulaire, dans le textile, on a cette rentabilité, donc on a un petit paquet qui est là au-dessus, qu'on met de côté. Donc il faut le viser. Pourquoi je dis il faut le viser? Parce que la majeure partie des entrepreneuses et des entrepreneurs visent la rentabilité et n'y arrivent pas. Alors si vous ne la visez pas, vous allez avoir un projet qui ne sera pas durable parce que vous allez faire des pertes et puis ça va se fermer. Donc, visez la rentabilité. Quand vous avez la rentabilité, prenez une discussion saine au sein du CA, parce qu'on peut décider ce qu'on fait, est-ce qu'on fait des dividendes ou pas, et vous pouvez décider que cette rentabilité va être réallouée à plus d'impact. Et par exemple, pour donner que ça peut aller être même dans un sujet tout à fait autre, vous êtes dans un secteur bien défini et vous dites, moi, on grandit, j'ai envie que la croissance, on la partage avec des personnes qui n'ont peut-être pas accès à ce type d'emploi. Ça peut être un truc génial. En plus, ça permettra un retour intéressant sur la société. Vous ferez de l'impact. Vous, d'abord, vous créerez des super bananes avec des sourires de personnes qui vont trouver un job. Et cette formation aura un coût et vous le prendrez dans votre rentabilité. Donc ça, c'est un point. Pourquoi c'est intéressant de faire ça? Parce que ça va rassurer effectivement tout type d'investisseurs. Et puis, il y a une donnée sur le marché qui est assez claire, c'est que
tant que vous trouvez des investisseurs qui sont d'accord de dire « moi, je ne veux que du 1%, du 2% ou du 3%, fine, faites-le. » Et alors, on a plein d'investisseurs. Sauf que si un jour vous dites « moi, je ne veux jamais payer plus que 3% à mes investisseurs », vous allez faire quoi? Il faut dire le projet que je propose, c'est un mécanisme, je pourrais le développer une autre fois, je n'ai pas fait de slide là-dessus ici, mais je peux une fois parler de ce modèle que j'aime bien, c'est de dire, vous pourriez dire, voilà, on cherche, là, on a toute une série d'investisseurs qui acceptent du 2%. Et puis, on va avoir toute une série d'investisseurs, on remarque qu'on n'en a plus, plus personne, toute la famille, tous ceux qu'on a voulu voir, tous les amis, toute la promotion, on n'a plus d'investisseurs, ils veulent tous, les seuls qui restent, ils veulent plus que 5%. Pas de problème. Vous pouvez alors décider de dire, ben voilà, on a une valeur, on vise effectivement ce plus, et puis vous pouvez décider que au moment où on partage, certains vont dire, ben, nous, on veut un dividende, et les autres vont dire, nous, on veut le réinvestir, puisque moi, je vais dire, tout ce qui vient au-dessus de mes 2%, je le ristourne à la société. Ça peut se faire également à la revente d'une entreprise. C'est ce qu'on appelle la ristourne sur plus-value. D'accord? La ristourne sur plus-value, c'est, vous dites, nous, on a vendu notre boîte à, vous avez un investisseur qui dit, moi, je veux faire que du 4%. Vous vendez votre boîte 5 fois le prix en faisant rentrer un nouvel actionnaire, etc. Et dans 5 fois le prix, ben, il y a la personne qui dit, moi, c'est pas grave, moi, je voulais que du 4%. Donc, la différence qui sera là énorme, ben, il dit, moi, je voulais du 4%, je suis cohérent, vous me rendez mon investissement et mes 4%, et la différence, je la remets dans le projet ou je la remets à une cause. C'est ce qu'on appelle une ristourne sur plus-value. Et donc, ça vous permet en tout cas de ne pas vous fermer les portes. Moi, je trouve ça génial de dire on ne veut que des investisseurs à 3%. Mais si à un moment donné, votre projet, alors qu'il pourrait, par exemple, faire x2 en allant aider encore plus, faire encore plus d'impact, ben, vous pourriez dire, voilà, le prix de ça, c'est d'avoir un investisseur qui nous dit, je veux bien vous prêter 2 millions super risqués, mais moi, je veux que vous payiez 6% d'intérêt. Eh bien, payer cet investisseur-là 6%, s'il n'y a personne d'autre, vous n'avez pas le choix, plutôt que de dire, nous, on est bloqué et on ne veut jamais payer un investisseur 6%. Il peut y avoir des traitements différents à partir du moment où ceux qui touchent moins sont en accord avec leurs convictions. Et peut-être que à terme, l'investisseur que vous avez amené au départ, qui dit peut-être ça pour être sûr que vous allez être rentable et pas que vous visez un projet qui n'est pas réaliste, elle va peut-être dire en fait ce truc est génial et vous savez quoi, moi la plus-value, je la ristourne aussi. Je l'ai vu dans un projet récent, donc je trouve que c'est intéressant. Ce qui fait peur, c'est que quand vous dites à un investisseur ou à un prêteur, écoutez, moi j'ai investi, et eux investissent, ils doivent essayer au moins de récupérer leur mise, que vous ne visez pas la rentabilité ou que la rentabilité, c'est pas du tout important. En fait, le problème, c'est qu'avec ça, ça fait peur parce qu'on se dit, bon, ceux-là, ils vont nous planter le projet et ils rêvent. Et donc, je pense qu'en disant, non, nous, on vise la rentabilité. Simplement, quand on aura telle étape de rentabilité, on va proposer de réinvestir à nos investisseurs pour ça. Et ça, ce sera pour plus d'impact. Et donc, au plus vous allez avoir de la rentabilité, au plus vous allez la transformer en impact. Et ça, personnellement, je trouve que ça fait sens parce qu'en tout cas, ça permet de toujours avoir une continuité et de dire aujourd'hui, j'avais un principe sur l'investisseur, j'ai fait le tour de tout le monde, j'en trouve plus, j'accepte un nouveau, mais au moins, en payant celui-là, je permets de continuer à grandir et de continuer à assurer la pérennité de mon projet. Merci, merci Pierre. Je vais pas te garder plus longtemps parce que je sais que tu devais nous quitter à 10 Ah oui, j'ai un heures. comité d'investissement extérieur. C'est juste. Tout à fait. Merci beaucoup pour tes réponses et pour ce chouette débat et au plaisir de continuer la discussion avec toi et avec tout le monde. Merci, à bientôt à tous. Au revoir. Un tout grand merci Pierre. Alors je me présente, je viens remplacer Catherine qui prépare la suite de la semaine thématique, la dernière journée. Donc je travaille au 18-19 et donc je serai votre hôte pour le reste de la session. Je voudrais commencer par accueillir ici Aline Deschamps pour prendre le micro et faire une petite présentation sur Circular Economy. Elle travaille chez Bruxelles Environnement. Donc je vais la laisser se présenter et la mettre en présentatrice. Merci déjà, Aline. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Solène, Oui, tu m'entends bien? Oui, Génial. tout à fait, on t'entend, Aline.
Donc bonjour à tous, moi je suis Aline Deschamps, je travaille à Bruxelles Environnement dans le département économie en transition et donc nous notre rôle c'est de coordonner, je vais vous présenter mon écran. Hop. On voit ta présentation et on t'entend toujours bien, Aline. Ok, super. Donc, mon rôle au niveau de Bruxelles Environnement, notre département coordonne notamment le programme régional en économie circulaire, le PREC. Dans ce contexte-là, on a notamment l'appel à projet bicirculaire qui va être lancé la semaine prochaine. Et donc ici, en fait, donc ce programme régional d'économie circulaire a de multiples mesures pour stimuler donc l'économie circulaire de la région et venir en aide aux entrepreneurs qui sont dans cette thématique-là. Et je vais vous présenter ici en fait la plateforme de soutien à l'économie circulaire. Donc cette plateforme, l'idée en fait ici, c'est vraiment de rendre visible l'offre de soutien. Cette offre en fait, c'est un soutien au niveau en termes d'accompagnement, en termes de financement, qui est plus la thématique de votre semaine, et en termes aussi de localisation et d'hébergement de projets circulaires. En plus de juste être, je vais dire, un site web qui référence les offres de soutien, c'est également en fait un réseau d'acteurs d'aide, donc des accompagnateurs, des financeurs et des hébergeurs qui se mettent ensemble pour discuter de l'offre commune, essayer qu'elle soit cohérente au sein de Bruxelles. Et donc c'est un réseau de partage d'expériences aussi entre ces différents acteurs pour améliorer leur offre. Ce réseau, en fait, et ce site a été mis en place en 2017, donc ça a vraiment été par étapes. On a commencé d'abord par l'offre d'accompagnement, ensuite par l'offre de financement et puis par l'offre de localisation. C'est quelque chose, il y a une dynamique de groupe derrière. Donc elle est copilotée, cette plateforme est copilotée par Brussels et par Bruxelles Environnement et par les 4 personnes que vous voyez à l'écran, dont moi. Donc, vous trouverez le fameux référencement de toutes les offres de soutien sur www.circulareeconomy.brussels. Donc, je vous invite à aller découvrir la plateforme. Vous allez en fait sur la partie offre de soutien, donc dans la couleur mauve sur la droite. Et quand vous cliquez là-dessus, vous arrivez sur la page que vous avez à mon écran, donc où vous trouvez en fait de quoi vous informer, vous inspirer, la partie accompagnement, la partie financement et la partie localisation. Donc ici, évidemment, la plateforme, donc je vais vous présenter ces différentes offres de manière rapide. C'est évidemment une plateforme qui est dynamique parce qu'il y a des offres qui deviennent obsolètes, il y a des nouvelles offres qui arrivent, donc je vais vous présenter ce qu'il y a aujourd'hui en sachant que ça évolue. Donc pour la partie accompagnement, on a actuellement 38 offres d'accompagnement. Ces offres d'accompagnement sont soit pour tout secteur, soit spécifiques au secteur de l'alimentation ou au secteur de la construction. Au niveau donc des offres générales, on a en fait des offres qui vont vous aider à faire évoluer votre modèle économique, à éco-concevoir votre produit ou votre service, à optimiser éventuellement la gestion des ressources et des déchets, à initier une démarche d'économie circulaire avec des partenaires. Donc on est plus dans du projet multi-acteurs, ou alors à quantifier en fait l'impact environnemental de votre activité. Ici, les différentes offres d'accompagnement peuvent être des offres qui sont soit, vous avez des offres qui sont gratuites, des offres qui sont payantes, des offres qui sont publiques, privées, des offres qui sont individuelles ou collectives. Donc voilà, vous avez vraiment un grand panel qui peut donc du coup répondre à votre besoin spécifique. Et en fait, quand vous rentrez donc vous cliquez le besoin que vous avez. Par exemple, ici, c'est développer votre modèle économique. À ce moment-là, vous avez là un descriptif et vous avez des fiches qui présentent chaque acteur et son accompagnement. Au total, donc, ces 38 offres d'accompagnement sont soutenues par 18 acteurs de l'accompagnement à Bruxelles. Pour la partie finance,
Donc, en fait, la partie finance, on a aujourd'hui 20 offres de financement. Donc, ces offres se divisent au niveau de votre phase de vie de l'entreprise. Donc, est-ce que vous êtes au niveau du démarrage, est-ce que vous êtes déjà en start-up ou est-ce que vous êtes en scale-up? Alors, elles se divisent ensuite selon vos besoins. Est-ce que vous avez un besoin de financement en capital, en dette ou via subside? Et puis, selon les montants dont vous avez besoin, donc moins de 50 000 € ou plus de 500 000 €. Et alors, on a à ce niveau-là aussi, au niveau de l'offre de financement, vous allez avoir le lien vers le widget de Solifin que Sévan va nous présenter du coup par la suite. Parce que nos offres en fait sont complémentaires, donc il pourra vous en dire plus aussi. Donc bien sûr, vous avez également les descriptions vous avez les fiches descriptives qui détaillent vraiment c'est quoi les conditions pour accéder à ces financements, etc. Donc ça, je vous invite à aller voir sur la plateforme directement. Et donc ces offres de financement sont soutenues par 12 acteurs aujourd'hui. Je termine par la partie localisation qui est la plus récente. Donc pour des personnes parmi vous qui chercheraient un lieu pour développer leur projet durable ou en économie circulaire. Donc on a aujourd'hui 25 offres de localisation qui se divisent en fait selon le besoin. Donc vous avez un besoin d'un bureau, d'un cowork, d'un espace test, par exemple avec les Fab Labs, etc. Vous avez besoin d'un atelier de production, d'un espace logistique, d'une occupation temporaire aussi peut-être. Donc tout ça est sur la plateforme. Donc on a 12 acteurs qui soutiennent aujourd'hui, qui proposent aujourd'hui des localisations. Et alors je vais juste peut-être préciser, préciser qu'en fait les différentes offres sont aussi divisées en zones de Bruxelles. Donc vous avez la zone nord, sud, est, ouest. Donc la plateforme est bien faite que vous puissiez trouver l'endroit qui répond le plus à votre besoin. Et les offres de localisation doivent répondre à certains critères. Donc, il faut par exemple que la personne qui vous héberge soit mette en réseau des différents entrepreneurs, en fait, entrepreneurs qui ont des projets circulaires ou durables. Soit ils doivent vous offrir un service où on mutualise certaines machines ou certains services d'achat, par exemple. Soit ils doivent vous offrir un accompagnement gratuit en économie circulaire, une sorte de coaching. Donc, on a mis certains critères en fait à ces hébergeurs. Et donc, on a 12 acteurs de la localisation aujourd'hui. On attend encore quelques offres qui devraient apparaître les prochaines semaines. Il y a également, si vous souhaitez, c'est un petit outil intéressant, c'est une checklist pour trouver la bonne localisation pour votre projet. Voilà, avec les bonnes questions à vous poser de si vous cherchez à quoi il faut penser et si vous avez déjà trouvé à quoi il ne faut pas oublier, du style un permis d'environnement, etc., un permis d'urbanisme. Il peut y avoir ce type d'obligation-là. Donc voilà, je vous invite à aller voir sur le site internet www.circulareeconomic.brussels pour découvrir toutes nos offres et dont les offres financières, donc soit en capital, en dette ou en subvention. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à nous contacter, ma collègue Aude Griot de Brussels ou moi-même avec les coordonnées que vous avez à l'écran. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions éventuellement sur la plateforme. N'hésitez pas pour cela à utiliser le chat. Pour l'instant, je n'en ai pas reçu, mais n'hésitez vraiment pas à utiliser le chat pour poser vos questions. Arrêtez le partage. Hop. Voilà, un petit outil accessible, facile et simple pour les offres de soutien pour vos projets en économie circulaire. Merci beaucoup, Aline, pour ton intervention. Il y a une question qui est arrivée. Alors. Oui, donc c'est une question qui vise donc l'émission de Bruxelles Environnement. Donc la question demande, au-delà des appels à projets, est-ce que Bruxelles Environnement finance des projets?
Donc, il y a effectivement des appels à projets qui existent. C'est notre manière de financer, c'est notre manière de financer les projets. On a aussi des subventions, évidemment, pour tout ce qui touche à l'économie circulaire aussi. Et au-delà de l'aspect financier, on offre aussi pas mal d'accompagnement. Ça dépend évidemment. Là, on est très large parce qu'on finance, par exemple, des projets en alimentation via notre programme Good Food. On finance des projets en économie circulaire. On a des appels à projets pour tout ce qui est secteur de l'ORECA, pour le zéro déchet en fait, donc la gestion des déchets et l'optimisation des ressources. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question, mais en fait, ça dépend un peu du secteur dans lequel vous êtes. Et donc, en fonction de ça, il y aura des appels à projets qui seront spécifiques en fait pour le secteur. Je pense que oui, la réponse est du coup que la manière de financer et de bosser l'environnement, c'est via les appels à projets. Oui, via les appels à projets ou les subventions dans le cadre d'associations, de fédérations, etc. Super. Il n'y a pas d'autres questions. Donc, je te remercie, Aline, et je propose du coup de passer à la prochaine intervention, qui est de Candice Francescato de Cove City, et qui va nous parler du coup un peu plus présenter aussi le sujet un peu plus en profondeur. Et je vais du coup te mettre en présentatrice, Candice, et je te laisse la parole. Merci Solène. Merci beaucoup. Merci. Alors, vous êtes 44, c'est chouette. J'espère que vous me voyez un peu bien. Désolée, il y a de la lumière derrière. Alors moi, je ne vous vois pas, je ne vous entends pas, c'est un petit peu bizarre. Mais bon, je sais que vous êtes derrière l'écran. Moi, ce que je voulais faire aujourd'hui, je crois que j'ai une demi-heure, donc je vais essayer de respecter vraiment le timing, mais parce que je pourrais en parler des heures de l'entrepreneuriat social. Donc, je vais vraiment, Solène, tu es ma gardienne du temps. Et donc, moi, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est d'entrepreneuriat social. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Et commencer par une petite question à vous poser. Donc, vous pouvez peut-être le mettre dans le chat. Et moi, je récupère les réponses via Solène. En fait, quand je vous dis entrepreneuriat social, vous pensez à quoi? Quels sont les premiers éléments qui vous viennent à l'esprit sans réfléchir? Si vous pouvez mettre dans le chat quelques éléments de réponse. Solène, je te laisserai me dire ce qu'il en est. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des personnes qui écrivent? Alors oui, on a une première réponse, résolution de problèmes sociétaux. Ok. Aide pour les emplois. TPE, économie circulaire et locale environnementale. On a solidarité. Encore 2-3 éléments de réponse? On a un projet qui intègre davantage d'éléments sociaux et environnementaux. Et business dont la finalité n'est pas que le profit, service à la population. Ok. Impact positif sur la société, résilience. Voilà, on a pas mal de réponses. Bon, c'est bon, ma présence ne sert à rien, vous savez déjà tout. Hein. Ça fait vraiment tout ce que vous venez de dire, ça fait tout à fait partie de ce que nous, on entend derrière entrepreneuriat social. Je vais donner des définitions un tout petit peu plus tard. Merci beaucoup de vous être prêté au jeu. Et là, je voulais savoir, ça c'est des exemples d'entreprises sociales qui sont à Bruxelles. Est-ce qu'il y en a que vous ne connaissez pas? Vous pouvez le marquer dans le chat. Médor, on m'a dit. Médor, j'aurais dû l'amener, tiens, je l'ai juste à côté. Médor, c'est un magazine trimestriel d'enquête et de récits. C'est des journalistes indépendants qui se sont mis, qui ont créé une coopérative et qui publient tous les 3 mois des enquêtes sur divers sujets d'actualité. Et donc, ils ont
Ils publient ce trimestriel tous les 3 mois à peu près. Ils sont organisés en tant que coopérative. Il y a, je crois, 2 ou 3 salariés, peut-être un peu plus maintenant, et des indépendants, des journalistes indépendants. Super. Alors, il y a aussi Cobea. Cobea. À chaque fois, ça tombe celui-là. Cobea, c'est une entreprise sociale, une coopérative également, qui crée des sites internet avec toute une phase d'accompagnement. Notre site internet a été créé, comme ça je vous le dis, hein, a été créé par Cobea. Et en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment rendre autonomes leurs clients, les utilisateurs avec qui ils vont co-créer le site internet pour les rendre autonomes. Et eux, au début, c'était vraiment des personnes indépendantes qui ont voulu vraiment se regrouper avec différents corps de métier, graphistes, designers web, pour être un peu plus fort et grandir aussi. Alors, on me dit aussi Urbike. Urbike, c'est, je crois qu'ils sont en coopérative, hein, me semble-t-il, de logistique urbaine. Et donc, c'est un projet qui réhabilite vraiment la présence du vélo cargo pour assurer des transports de marchandises dans la ville. Ils veulent vraiment devenir un hub et repenser la mobilité douce à Bruxelles. Et donc, ils ont plusieurs clients vers qui ils font des livraisons. Je sais qu'ils ont Multipharma, Decathlon, Bipost peut-être. Bipost, je suis pas sûre. Et donc, c'est vraiment réinventer le transport de marchandises et le dernier kilomètre à Bruxelles pour qu'il y ait moins de pollution aussi via l'usage de vélos plutôt que des voitures. Et alors, tu m'arrêtes Candice quand… Ouais, bon, voilà un peu ça. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est à quel point des entreprises sociales peuvent être présentes dans plein de secteurs d'activité de la vie quotidienne. On a parlé dans l'informatique avec Cobea, Coptis également, Urbike avec la mobilité urbaine, Biscope, un supermarché coopératif, Nubo, il lutte contre la protection des données de la vie privée. Et donc, vraiment, en entrepreneuriat social, c'est toute une multitude de secteurs d'activité. Ça, c'est la première chose qui est importante à mes yeux à vous communiquer. La deuxième chose, je vais m'arrêter de parler pendant 2 minutes. Je vais vous partager une petite vidéo qui va un petit peu dans le même sens que les différents logos que je vous ai montrés. Elle dure 2 minutes, je crois. Il n'y a même pas besoin de mettre… Je vais mettre du son, mais à mon avis, il n'y a même pas besoin, en fait. C'est plutôt les images qui sont intéressantes. C'est parti. Voilà, bon, désolée, il y a eu un petit couac, ça se coupait parfois, je suis désolée, je pense que c'est la technologie n'est pas encore trop au point. Vous m'entendez bien, Solène, ça va? Oui, et on a pu suivre la vidéo, même si elle était un tout petit peu saccadée. Ok, super. Là, c'est à nouveau pour vous montrer aussi au quotidien, dans notre consommation, on peut aussi consommer autrement et faire appel à des entreprises sociales dans plein de secteurs de notre quotidien pour s'habiller, pour se nourrir, pour se loger, pour se chauffer, avec beaucoup d'entreprises dans le secteur de l'énergie et pour plein de choses en fait, plein de domaines d'activité.
Et ça, c'est aussi un élément important que je voulais vous montrer. Il y a énormément d'entreprises sociales en Belgique. Et là, vous avez vu, il y en a plus à la fin, plus de 2000. Mais il y en a encore beaucoup plus que ça. Alors, parlons bien définition. L'entrepreneuriat social, c'est vrai que il n'y a pas forcément un consensus quand on parle d'entrepreneuriat social. Alors nous, c'est CoopCity, je vous en parlerai juste après. On s'est très fort inspiré d'un réseau européen qui s'appelle le réseau MS, qui donne des balises en fait, des définitions pour se dire ok en fait ces trois aspects-là nous semblent très importants pour définir ce qu'est une entreprise sociale. Le premier aspect, c'est le fait que la finalité du projet, elle est sociale et ou environnementale. C'est pas forcément le cas. Il y a des entreprises sociales qui ont un aspect social très fort, mais le côté environnemental qui sera peut-être un petit peu moins présent. Mais en tout cas, c'est de se dire que l'entreprise sociale, elle est créée d'abord pour répondre à un problème de société où on va apporter une réponse. Et ce problème, il est visible et c'est pas un problème que d'une seule personne en fait. C'est vraiment quelque chose qui se voit dans notre société où il faut apporter une réponse. Ça peut être le mal logement à Bruxelles et c'est un gros sujet en plus en ce moment avec la crise du Covid. Ça peut être l'alimentation, ça peut être à nouveau au niveau du logement, les passoires thermiques, quelle solution on peut amener à ces problèmes-là, la logistique urbaine, le fait que il y a beaucoup trop de voitures encore à Bruxelles. Il y a plein de problématiques sur lesquelles des entrepreneurs peuvent amener des réponses. Et donc, ils vont se mettre en projet, ces entrepreneurs, pour proposer des solutions. Et ces solutions-là, elles vont passer par la création d'une entreprise où le projet il est viable économiquement. Qu'est-ce qu'on entend par viable économiquement? Ça veut dire que l'entreprise sociale, c'est vraiment une entreprise comme une autre, avec la différence qu'elle le fait différemment. Et c'est une entreprise comme une autre dans le sens où c'est une entreprise qui va produire des biens et des services de façon continue. Si on prend l'exemple de Médor, hein, c'est un trimestriel, donc c'est tous les 3 mois. Biscope, c'est un supermarché coopératif qui fonctionne tout le temps. Et donc c'est pas du one shot, c'est des entreprises qui vont vraiment qui vont engager du personnel, qui vont vouloir créer de l'emploi local, qui vont prendre des risques financiers aussi, qui vont faire des levées de fonds, mais qui utilisent leur argent en fait pour répondre à la cause dans laquelle ils s'engagent. Donc au service de leur projet de société. Donc ça, c'est un deuxième aspect qui est très important pour nous. Et le troisième aspect, c'est comment on va le faire en fait. Comment à l'intérieur de l'entreprise ça va se passer. Parce qu'il y a des très chouettes entreprises qui ont une finalité vraiment avérée et dont le projet est viable économiquement. Mais la gouvernance de l'entreprise parfois laisse à désirer où tout le pouvoir va se concentrer sur une ou deux personnes. Et donc là, l'idée, c'est de se dire comment on peut réinjecter de la démocratie participative au sein de l'entreprise. Comment vont être prises les décisions? Qui va avoir le pouvoir? Quel pouvoir va, si on est dans une ASBL, le conseil d'administration, est-ce qu'il va être constitué, par exemple, de clients, de bénéficiaires du projet? Est-ce que ça va être des parties prenantes, les fournisseurs? Et donc, c'est vraiment une façon de repenser l'entreprise avec toutes ces parties prenantes, avec d'autres acteurs. J'espère que pour ça, c'est vraiment le point névralgique. Et donc, Bruxelles, c'est vraiment une ville qui s'active énormément au niveau de l'entrepreneuriat social. Il y a plein de choses qui existent et vous verrez bien cet après-midi avec tous les acteurs dans la finance qui sont présents. Mais voilà, il y a des appels à projets depuis 4 ans déjà spécifiques à l'économie sociale. Il y a des sources de financement propres que vous allez voir cet après-midi pour ceux qui restent. Il y a un centre d'entrepreneuriat social CoopCity dont je vais vous parler juste après pour lequel je travaille. Il y a, et en fait, il y a tout un maillage et un réseau d'entrepreneurs sociaux qui sont actifs, qui échangent entre eux, qui coopèrent. Il y a un pôle d'innovation sociale piloté par un de nos partenaires qui s'appelle Innoviris. Il y a un site qui a été créé que je vous recommande chaudement qui s'appelle économiesociale.be qui regorge d'informations pour se former en économie sociale, pour entreprendre. Ils ont une newsletter qui s'appelle Transfo qui tous les mois, je crois que c'est tous les mois, partage des mines d'infos sur l'entrepreneuriat social. Il y a des coopératives d'emploi et d'activité. Et là, en fait, je voulais juste vous partager quelque chose parce que ça m'a un petit peu titillé ce matin quand j'ai entendu Pierre Herman parler du business model Canva. Nous, on essaye
effectivement par tous les moyens de repenser l'entreprise. Et pour ce faire, on a créé un outil il y a quelques années qui s'appelle le Lean Canvas, le CopCity Lean Canvas. Et c'est une autre façon, je vous le montre ici, c'est sur notre site internet. Et c'est une autre façon de repenser les différents liens qui existent entre tous ces acteurs. Nous, dans un BMC, on va partir plutôt, je crois, des partenaires clés. Nous, on parle du problème auquel est confronté le projet qui se lance, les entrepreneurs, et la solution qui va être apportée à ce problème-là. On a rajouté des cases qui n'existaient pas dans le BMC, notamment la case avantage coopératif, qui permet en fait de montrer à quel point les liens tissés avec d'autres acteurs, d'autres parties prenantes sont essentiels quand on se lance dans un projet d'entrepreneuriat social, et que c'est vraiment tout bénef de tisser des liens plutôt que d'être dans la concurrence. On a rajouté des cases comme l'évaluation de l'impact social. Et donc, c'est un moment de se poser la question de, OK, on a lancé un projet, comment on peut s'assurer après quelques années que ça correspond bien aux valeurs qu'on s'était données de base et à la mission qu'on s'était fixée à la base. Et donc, l'évaluation de l'impact social se mesure pas forcément à la rentabilité, hein, mais plutôt à tous les impacts positifs que ça peut générer dans la société. Quand on a une entreprise, je prends un exemple, une ASBL qui s'appelle Bras Dessus Bras Dessous, très très active dans le soutien aux aînés, aux personnes âgées, qui a été extrêmement active pendant le premier confinement notamment, et qui l'est encore. L'évaluation de l'impact social, c'est le fait que une personne qui soit en lien avec des bénévoles de cette structure, ils se sentent plus en confiance, ils vont plus parler à ces bénévoles-là. Ça va peut-être, ils vont peut-être avoir moins envie d'aller voir le médecin, donc désengorger les hôpitaux. Ça peut paraître anodin, mais c'est des types d'impacts qui peuvent être visibles et qui gagneraient à être plus médiatisés, on va dire. Donc, l'impact ne se mesure pas que à la rentabilité d'un projet, hein. Ça, c'est quelque chose de très important aussi pour nous. Voilà, ça, c'était le petit outil que je voulais vous partager. Je voulais vous faire un petit slide aussi sur l'entrepreneuriat social avec l'actualité. Pendant le premier confinement, j'imagine que vous avez vu, je pense que ça a suscité chez de nombreuses personnes des envies d'entreprendre autrement, de repenser leur rapport dans la société. En tout cas, nous, à CopCity, on le voit beaucoup. On a vu l'importance d'avoir des emplois qui soient pérennes et locaux et de ne pas dépendre trop de l'extérieur. Il y a plein de secteurs d'activité qui sont en train de se développer, qui sont vraiment tout à fait innovants. Le secteur notamment de la logistique urbaine via une autre façon de penser la livraison est tout à fait intéressante. Et en fait, moi, ce que je voulais montrer ici, c'est que nous, pendant tout le premier confinement, on a appelé toutes les entreprises qu'on avait accompagnées. Certaines vont pas bien, je vais pas vous le cacher, mais il y en a plein d'autres qui ont développé et se sont vraiment réinventés, ont développé des nouveaux services, se sont mis dans le e-commerce pour vendre leurs produits et leurs services. Et il s'avère que, alors après, il faut encore qu'on étudie, qu'on évalue, hein, mais en tout cas, quand on les avait appelés quelques mois après le premier confinement, ça semblait encore tenir à la route. Et donc il y a de nombreux de nos entrepreneurs qui ont vraiment tissé des liens avec d'autres acteurs pour être dans la coopération et s'entraider. Nous, on a des entrepreneurs qui sont, je prends l'exemple de CopCity, qui ont organisé des séminaires pour d'autres de nos entrepreneurs. En fait, vous avez besoin de lancer votre e-commerce, venez, je vais vous aider, je vais vous montrer comment on fait. Et ça, c'est des dynamiques partenariales, des dynamiques de coopération qui sont vraiment tout à fait intéressantes et je pense que c'est l'avenir. Il y a des communautés qui sont plus résistantes quand on lance un projet d'entrepreneuriat social. Il y a de nombreuses structures qui vont se mettre en coopérative. La coopérative est une forme juridique qui permet aussi d'être un petit peu plus résistant, avec des coopérateurs qui s'engagent vraiment dans un projet qui les tient à cœur et donc qui sur le long terme, ça a été démontré, tiennent plus les chocs que d'autres entreprises. Et ensuite, il y a le petit point qui, moi, à titre personnel, m'affecte parce que ça m'agace beaucoup. Je ne sais pas si vous avez la télé, mais en tout cas, j'ai le sentiment que dernièrement, il y a énormément de publicité qui mise sur l'aspect local, durable. Et en fait, il faut toujours se poser la question, oui, mais qu'est-ce qui se cache derrière?
Il y a énormément d'entreprises sociales qui n'ont pas des gros moyens, qui n'ont absolument pas des moyens d'autres entreprises au niveau de la communication, du marketing, donc qui n'ont pas la chance de montrer tout ce qu'elles font. Et par ailleurs, il y a d'autres grosses boîtes qui vont, je vais pas les nommer, je pense que vous les connaissez, qui vont en fait vraiment utiliser des techniques de marketing pour promouvoir leur business, alors qu'il faut se poser 5 minutes des questions, mais à quoi ça sert et à quelle finalité on veut répondre à ça. Et donc, je suis très énervée non, mais quand je vois qu'il y a des nombreuses entreprises dont le discours a totalement changé ces derniers mois et qui utilisent des mots que nous on essaye de défendre depuis des années. Le local, ça veut pas rien dire, c'est relocaliser l'emploi. C'est le fait d'avoir des emplois qui soient durables, pérennes et où il y a le code du travail qui soit respecté. Et donc voilà. Apprendre avec des pincettes aussi. Il y a tout un tas d'opportunités avec cette crise, cette pandémie, qui peuvent se développer. Et je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont envie de se lancer dans une autre façon d'entreprendre, mais il faut faire également attention à des discours qui seraient plutôt de type social washing et greenwashing qui desservent vraiment la cause en fait. Et je pense qu'il y a plein de personnes cet après-midi qui vont vous donner plein de conseils. Si je devais en résumer quelques-uns, si vous devez entreprendre autrement et comment entreprendre autrement et sereinement, j'aurais 4-5 petits tips à vous donner. C'est bien vérifier tout d'abord à quel besoin social répond votre projet. On a de nombreux entrepreneurs qui viennent nous voir et qui pensent que ils ont une idée et que c'est une idée qui touche et c'est un problème qui touche énormément de personnes alors que c'est pas forcément le cas. Et donc, est-ce que l'enjeu et la thématique sur laquelle vous vous attaquez correspond à une vraie demande? Est-ce qu'il y a un marché pour ça? Entreprendre seul ou à plusieurs, comment s'associer au mieux? Ça, c'est essentiel de s'associer avec des amis, mais comment faire attention à ça? S'associer seul, en fait, comment s'entourer des bonnes compétences quand on entreprend seul, pardon. Un entrepreneur social, enfin moi l'image du héros d'entrepreneur social qui aurait toutes les compétences, j'y crois pas du tout. Un entrepreneur peut avoir des compétences en communication, en marketing, en économie, mais par exemple en vente, il est pas du tout fort, quoi. Et ça, voilà, une personne, je ne connais pas, à ma connaissance, une personne qui soit calée sur tous les sujets et les domaines. Et donc, généralement, nous, on recommande vraiment à des entrepreneurs de s'associer. En plus, c'est quand même plus sympa, tu partages les risques, de s'associer à plusieurs. Alors, si je devais dire une chose, c'est de tester. Il y a plein d'entreprises qui veulent, des entrepreneurs qui disent non, j'ai pas envie de parler de mon projet parce que j'ai peur qu'on me prenne l'idée. Mais non, ça. Parlez de votre projet et testez pour affiner votre proposition de valeur. Allez voir vos premiers clients, allez voir vos bénéficiaires et allez leur parler. Oula, excusez-moi, j'ai été déconnectée, je ne sais pas ce que c'est, désolée. Et allez tester votre idée, voir si elle parle à vos futurs clients. Et ensuite, ça c'est un sujet tabou en économie sociale, hein, parler d'argent. Moi, je veux que des entrepreneurs sociaux vivent de leur activité et qu'ils puissent rentrer chez eux, et qu'ils puissent avoir un salaire confortable et qu'ils puissent vraiment vivre du projet dans lequel ils ont investi tellement de passion et d'envie. Et donc ne pas avoir peur de parler d'argent dans un projet d'économie sociale, aussi bien avec son équipe surtout. Parfois, on n'a pas les mêmes compréhensions de ce qu'on met derrière ça. Voilà pour les petits conseils, mais je pourrais vraiment vous en parler longtemps de tout ça. Donc, je ne sais pas combien de temps, Solène, il me reste. L'idée, c'est pas trop de parler de Coop City. Juste encore quelques minutes. Ok, alors je vais en parler. Je vais skipper un peu toutes les slides. C'était juste pour vous dire si on a d'entre vous sur les 35 participants que je vois ici qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat social ou vous êtes déjà entrepreneur et vous avez envie de consolider votre activité. Moi, je travaille pour Coop City, donc qui est le centre d'entrepreneuriat social à Bruxelles, qui existe déjà depuis 2016, depuis 4 ans. Notre objectif, c'est vraiment de vous accompagner, de vous soutenir dans l'entrepreneuriat social. Et donc, c'est un projet qui a été initié avec 7 partenaires qui n'avaient pas du tout l'habitude de se parler et d'interagir entre eux forcément et qui maintenant font un travail
vraiment chouettes et qui coopèrent beaucoup entre eux. Et donc, concrètement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait beaucoup d'accompagnement en collectif. On propose du coaching sur mesure avec des experts sur des thématiques très précises. On a des espaces de coworking. Bon, en ce moment, c'est un petit peu compliqué de vous accueillir, mais j'espère que bientôt, ça pourrait être le cas à nouveau. Où en fait, c'est un endroit où les entrepreneurs sont vraiment contents de venir parce que ça leur permet de recevoir des premiers clients, d'avoir un endroit qui soit un peu pro. Et nous, ça nous permet en équipe de aussi être au contact des entrepreneurs en permanence et d'être de vraiment interagir avec eux et d'être toujours en lien avec les besoins du moment. Donc ça, c'est vraiment, en temps normal, c'est vraiment très chouette. Ça, c'était, mais après, vous pouvez aller voir sur notre site internet, on a plusieurs programmes d'accompagnement en fonction de vos stades d'avancement. Donc, soit pour lancer son entreprise sociale, professionnaliser son activité, pour consolider son modèle ou pour tester une innovation sociale dans son projet. Mais voilà, si je dois clôturer ici, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. Juste vous dire quelques petits chiffres depuis 2016. Et là, maintenant, on peut le dire de façon ouverte au public, on a l'énorme chance. Donc, nous, on bénéficie d'un projet d'un fonds européen qui s'appelle le Fonds FEDER, qui est un fonds pendant 5 ans. Et nous allons être pérennisés, nous sommes pérennisés pendant les 5 prochaines années via l'apport du cabinet de Barbara Tract. Et donc, c'est une très, très bonne nouvelle pour l'entrepreneuriat social et pour CupCity de continuer à expérimenter, à tester et accompagner des entrepreneurs sociaux dans une voie qui est une autre façon d'entreprendre qui, j'espère, pourrait devenir la norme plus tard. Moi, j'avais plein de choses dont je voulais vous parler, mais tant pis. Ce sera pour une prochaine fois. N'hésitez pas à nous écrire ou à nous contacter si vous avez des questions. Merci beaucoup, Candice. Je pense qu'on pourrait en parler très longtemps. Alors, juste peut-être, si tu as encore 1 minute pour une question. Bien sûr. J'ai une question qui est arrivée qui demande si vous accompagnez également pour des entreprises ou des ASBL qui sont actifs dans des pays dans des pays en développement. Alors, première chose de la question, ça c'est quelque chose, ça m'avait aussi titillé que Pierre Hamon avait dit. À un moment, il a dit les ASBL et les entreprises. Alors, les ASBL sont des entreprises. Nous, la majorité des entreprises qu'on accompagne sont sous statut d'ASBL et c'est des entreprises comme des autres qui ont une autre façon de fonctionner. Mais donc ça, c'est la première chose. Donc, les ASBL sont bien des entreprises. Et alors, nous, notre objectif, c'est vraiment d'assouvir les besoins, et il y en a énormément en région de Bruxelles-Capitale. Ça nous est déjà arrivé de recevoir des personnes qui voulaient se lancer dans un projet et qui touchait des pays en voie de développement, mais il devait y avoir une composante très forte à Bruxelles. Et donc, ça pourrait être Oxfam, par exemple. On pourrait tout à fait accompagner Oxfam qui a une fiabilité ou qui travaille dans de nombreux pays émergents, mais qui travaille aussi à Bruxelles. Et donc, ça pourrait être le cas, mais c'est pas notre priorité parce que nous, on veut vraiment répondre aux besoins de Bruxelles. Et quand on voit la déclaration de politique régionale, on voit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire ici. Merci beaucoup, Candice. Du coup, je vous propose de passer à la dernière intervention de cet atelier, qui est donc de Solifine, voilà, qui vient d'apparaître à l'écran. Et je vais donc laisser la parole à Sévan qui va le mettre en présentateur pour la dernière partie. Merci beaucoup déjà. Super, merci Solène. Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui sont toujours là. On est toujours 36, je vois. Dans l'événement, je vais partager rapidement mon écran. Hop. Voilà, Solène, est-ce que tu peux me confirmer juste que vous voyez bien mon écran? On t'entend bien et on te voit bien. Et on voit bien. Super. Bon, alors je vais essayer d'être concis pour peut-être encore avoir respecté déjà le timing d'aujourd'hui, de finir à 11h et peut-être même encore avoir l'occasion de prendre 1 ou 2 questions. Donc voilà, donc moi je suis Sévan Olemans, je suis directeur de Solifine. Solifine qui est un réseau qui a démarré en fait en 2019, qui est un réseau d'acteurs de la finance responsable en Belgique, avec une vision très claire aujourd'hui, qui est de dire en fait que voilà, l'argent peut avoir un rôle positif dans la société s'il est utilisé pour servir l'économie réelle et pour aujourd'hui répondre aux enjeux sociétaux actuels.
Alors moi-même, j'étais entrepreneur bruxellois. J'ai créé en 2014 une coopérative qui s'appelle le Champignon de Bruxelles, maintenant rebaptisée Eclos, qui fait de l'agriculture urbaine et de l'économie circulaire dans les caves de Kurogem. Et en fait, on a créé Solifin avec tous ces acteurs financiers pour notamment répondre à une douleur que moi j'ai eue en tant qu'entrepreneur, qui était, en fait, quand on se lance, et même à tous les stades de développement d'entreprise, c'est un boulot incroyable en fait de trouver du financement et surtout de trouver le bon financement au bon moment et d'éviter pas mal d'écueils qui existent aujourd'hui dans tout ce parcours de financement. Et donc, en fait, on a créé Solifin notamment pour ça. Alors, Solifin, aujourd'hui, on a 3 missions principales. Donc, la première, c'est, comme je le disais, c'est de répondre à ce besoin des entrepreneurs à impact, de trouver le bon financement au bon moment. Et ça, je vous expliquerai comment on fait juste après. Une de nos deuxièmes missions, c'est en fait de renforcer la collaboration entre tous ces acteurs financiers responsables qui existent en Belgique, pour notamment leur donner plus de visibilité. Ça, c'est la troisième mission, mais aussi pour créer un écosystème et renforcer justement les liens dont on a parlé ce matin avec Pierre Herman, qui sont tous les liens entre les structures d'accompagnement, entre les acteurs financiers, entre les autorités publiques, pour servir au mieux et faire monter en puissance au mieux ce secteur de l'impact social environnemental en Belgique. Et donc voilà, la troisième mission, c'est vraiment aujourd'hui on parle de finances durables aujourd'hui, c'est aujourd'hui d'en faire quelque chose qui est aujourd'hui encore très anecdotique, qui représente peut-être aujourd'hui autour de 15% de la finance, si on prend le cas de la Belgique, de tous les flux financiers. On pourrait dire aujourd'hui que 15% plus ou moins sont durables. Qu'est-ce qu'on fait avec le reste? Avec le reste de l'épargne belge, il est grand temps aujourd'hui qu'on travaille tous ensemble pour que cet argent aujourd'hui serve et soit aujourd'hui utilisé de manière plus juste que ce que la finance classique fait depuis ces dernières années. Alors aujourd'hui, le réseau Solifin. Donc Solifin aujourd'hui, c'est 22 acteurs. Pierre mentionnait aussi ce fameux mapping. En fait, c'était une des premières raisons d'être en fait de Solifin, c'était de vous faire ce mapping pour vous montrer qui sont les acteurs qui existent. Et donc là, vous voyez aujourd'hui 22 membres. Il y en aura d'autres, je vais vous expliquer juste après. Ces 22 membres sont répartis ici, on voit 5 catégories. On rassemble aujourd'hui des fonds d'investissement privés et publics. On rassemble donc une banque, pour le moment la banque Triodos, en espérant que bientôt la banque Newbie, qui commence ses activités maintenant de prêt, etc., va nous rejoindre également. Fondation, la fondation For Wings, il y a des institutions de crédit comme Credal, FBOM en Flandre, Funds for Wood, que vous connaissez sans doute, et des plateformes de crowdfunding. Alors évidemment, ces 22 acteurs, ils ne sont pas dans leur petit monde, comme je vous le disais, on parle d'écosystème. Ces 22 acteurs sont dans un écosystème encore plus large. Donc avec ce mapping ici, on essaye de vous montrer, alors c'est un peu plus le bordel parce qu'il y a beaucoup d'acteurs dessus, mais c'est un rôle aussi au sein de Solifin, c'est de créer cet écosystème. Et donc là, vous voyez, on a réparti par exemple tous les acteurs de soutien. Et donc on voit par exemple Coop City dans la partie incubation, accélération. Et alors vous avez des acteurs plus de soutien, de réseau, tous les acteurs académiques aujourd'hui qui se retrouvent autour de ce concept d'impact social et environnemental des entreprises. Voilà. Alors pour vous accompagner dans tout dans cet écosystème, et là surtout financier, on a développé un outil financier. Je vais vous faire une démo que vous pouvez retrouver pour le moment sur notre site internet et depuis cette semaine aussi sur le site de circulareconomy.brussels que Aline vous a présenté tout à l'heure. Je vais cliquer dessus pour vous faire la démo. On va voir si ça démarre bien. Hop. Hop. Alors, attendez, je vais faire ça autrement. Voilà. Et donc cet outil, aujourd'hui, va être disséminé sur un maximum de sites partenaires. Et comment ça fonctionne? Là, c'est via notre site, donc solifin.be. Vous êtes dans la page recherche de financement. Je pourrais le mettre en français, en fait, comme ça, on est dans notre bonne langue. Ah. Voilà. Vous répondez à plusieurs questions. Donc, imaginons que vous êtes entrepreneur à Bruxelles, dans un secteur, on va dire que vous êtes dans le secteur de la nourriture, donc de l'alimentation et de l'agriculture responsable. Votre stade de développement, donc ici on utilise 3 stades de développement différents. D'ailleurs, ils sont en anglais. Voilà encore les bugs du lancement de l'outil. Donc, seed, c'est vraiment les entreprises en démarrage.
Start-up, c'est des entreprises qui ont chez nous déjà 2 ans de revenus, donc 2 ans de bilan publié. Et scale-up, c'est des entreprises qui ont souvent, nous, on utilise 5 ans comme 5 années d'activité. Donc, disons que vous êtes une entreprise qui est en démarrage dans l'alimentation et vous cherchez un montant, disons, de 50 000 euros. Vous tapez ça ici et vous allez recevoir plusieurs fiches, comme vous voyez, en fait, d'acteurs financiers et d'instruments financiers. Donc, vous voyez ici, par exemple, si on prend les premières, on voit Oya Seed, c'est un des fonds qui est membre chez nous, qui fait de la dette convertible, mais aussi de la prise de participation, donc de l'equity. Vous voyez les montants à chaque fois, vous voyez les stades de développement qu'ils couvrent, les secteurs, on voit qu'ils sont ici, dans les deux cas, ils couvrent tous les secteurs d'activité, et donc celui de la nourriture et l'agriculture responsable, et la région, donc là, ils sont actifs sur toute la Belgique, donc pas seulement sur une région particulière. Et si vous cliquez ensuite sur plus d'informations, vous allez arriver sur des fiches qu'on a développées pour chacun de ces instruments financiers, qui sont des fiches qui présentent un peu aussi ce dont on a parlé ce matin, c'est au-delà même de l'argent, mais vous allez voir évidemment l'aspect argent, l'aspect financier. Donc ici, par exemple, on voit à droite que le montant du prêt minimum, c'est donc jusqu'à 50 000 euros, que la période de remboursement, c'est généralement entre 4 et 6 ans. On voit que là, le taux d'intérêt pour Oyacid, il n'est pas fixe, il est dépendant évidemment de chaque dossier. Mais pour la plupart des autres instruments, on a souvent, dès qu'on peut, on vous montre un taux d'intérêt pour que vous puissiez aussi voir un peu le retour financier espéré. Et vous voyez d'autres paramètres très importants pour votre recherche de financement, qui sont notamment tout ce qui est l'aspect non financier, donc tout ce qui est le support non financier, comme on disait, au-delà de l'argent, est-ce que ces fonds d'investissement ou est-ce que ces acteurs financiers vont vous proposer de l'accompagnement, ont des compétences spécifiques en marketing, en stratégie commerciale, vont vous ouvrir certains réseaux. Et ça, c'est toutes des questions évidemment essentielles quand on choisit des financeurs, de se poser ces questions au-delà de l'argent, mais qu'est-ce qu'on recherche et qu'est-ce qu'on a à nous proposer. Vous voyez aussi le processus d'investissement souvent, le temps moyen de ce processus qui varie beaucoup en fonction évidemment aussi du montant que vous allez chercher souvent. Alors vous voyez ensuite, on a commencé à faire ça, de vous montrer comment ces acteurs mesurent l'impact de vos projets et qu'est-ce qu'ils vont vous demander en termes de reporting justement d'impact. Et vous voyez à la fin quelques exemples d'investissements qu'ils ont déjà réalisés. Et donc ça, vous avez ça pour ici. Là, vous voyez qu'en fait, on vous propose aujourd'hui 5 acteurs dans ce cas très concret de Bruxelles alimentation, 50 000 euros en démarrage. Et une fois que vous avez regardé, vous allez pouvoir planifier une réunion avec nous. Et ça, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Je reviens sur mon slide, si je le trouve. Voilà. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose? Nous, une fois que vous avez fait votre petite recherche, vous en savez un peu plus sur tous les instruments qui existent et qui sont disponibles pour financer votre entreprise. On va vous proposer un premier call de 30 minutes ici, dans lequel on va évaluer 3 choses pour nous. Un, est-ce que vous avez vraiment un impact social et environnemental? Mais très sommairement, on ne rentre pas dans une analyse plus approfondie à ce stade. 2, est-ce que vous avez un modèle économique pérenne, durable? On en a parlé. Et 3, est-ce que vous êtes prêt à lever des fonds? Très important parce qu'une bonne levée de fonds, il y a un timing pour ça qui est souvent idéal. Si on l'a fait trop tôt ou trop tard, évidemment, ça pose des problèmes. Et donc, sur base de ce premier rendez-vous, ce premier contact, on va soit vous mettre en lien directement avec des acteurs financiers, donc c'est ce qu'on appelle le direct match ici, soit on va vous faire passer dans notre trajectoire de financement qui va comprendre un atelier où on va vous présenter justement tous les instruments de financement, on va revoir avec vous votre impact, comment présenter votre impact à des investisseurs, on va revoir vraiment vos besoins de financement, qu'est-ce que vous devez financer, et on va déterminer avec vous votre mix de financement idéal. Donc typiquement, est-ce que vous allez aller chercher que de la dette? Si vous êtes par exemple une ASBL, l'equity, ça va pas être possible. Par contre, si c'est que de la dette, il y a différents types de dettes. Il y a de la dette, il y a de la dette plus ou moins court terme, de la dette long terme, si on prend juste le cas des ASBL. Mais pour une entreprise, c'est surtout de la dette convertible, de la dette subordonnée, de l'equity, et puis après, évidemment, dans votre mix de financement, il y a les subsides, les appels à projets dont on a parlé. On va essayer de revoir ça avec vous un maximum pour affiner vos besoins très clairement. Ensuite, la deuxième étape, on appelle ça le wide pitching, c'est de venir tester en fait votre pitch et votre présentation, vos slides
avec des experts. Donc là, on travaille avec Hub Bruxelles, on travaille avec Social Innovation Fabrique pour les projets néerlandophones, pour vraiment vous donner un retour aussi sur vos réponses aux questions à des investisseurs. Pour enfin, en étape 3, organiser nos sessions de matchmaking. Donc là, c'est tous les mois. On organise des sessions avec entre 6 et 8 porteurs de projets qui viennent pitcher devant une quinzaine, parfois plus, de nos membres qui sont donc des acteurs financiers pour vraiment accélérer leur financement. En gros, ces sessions de matchmaking, ça commence par une séance de pitch où vous pitchez pendant 7 minutes et ensuite, vous avez des one-on-one, des rendez-vous individuels avec des acteurs financiers spécifiques avec lesquels on vous a matché en fonction de vos besoins et de leur stratégie d'investissement. Et quelques mois plus tard, on vous rappelle pour savoir comment s'est passé votre financement, est-ce que vous avez réussi, quels instruments financiers vous avez obtenus, combien de temps ça a pris, pour pouvoir nous justement affiner un peu nos services, mais aussi pouvoir amener un retour en fait au secteur aujourd'hui qui est, voilà, et je vais vous montrer par exemple quelques chiffres aujourd'hui. Donc en 2020, on a accompagné 76 projets, 58 sont passés par notre parcours. Et là, vous allez voir justement sur ce slide les taux de succès. Donc aujourd'hui, on a, bon, d'abord, juste pour vous donner un peu qui sont ces entreprises, et c'est ce qu'on discutait aussi avec Pierre, on voit que la grande majorité sont des entreprises qui sont en démarrage. Donc dans le secteur de l'impact, c'est une grande majorité quand même qui ont soit pas encore de revenus pour 42%, soit qui ont déjà une année de revenus pour 22%. Et ensuite, plus on grandit, moins en tout cas nous, on a accompagné ces entreprises. Donc là, on voit 26% sont des entreprises qui ont déjà 2 ans de revenus, et puis seulement 3% des entreprises qui ont déjà 5 ans. Alors on voit, voilà, dans les entreprises qu'on a accompagnées en 2020, la campagne de financement médiane est de 200 000 euros. Mais ça allait de 15 000 euros pour les plus petites à 6 millions pour la plus grande. On voit que le taux de financement est de 40%. Donc ça veut dire que sur les 58 entreprises qui sont passées chez nous, il y a 40% qui ont été financées in fine. Et en fait, on verra que seulement la moitié d'entre elles, donc de celles qui ont été financées par un de nos membres. Le reste sont financés par d'autres acteurs, donc qui ne sont pas des acteurs de la finance responsable, mais qui financent par ailleurs des projets à impact social et environnemental. Et alors voilà, on est encore très présent à Bruxelles, mais de plus en plus présent dans les 2 autres régions. Alors je regarde un peu le timing. Ça, je vais pas. Voilà, oui, ici quand même rapidement pour vous montrer aussi un parcours classique, c'est que donc on a 44. Donc on a plus ou moins 40% des projets qui ont été financés. On voit que ceux qui ne l'ont pas été, soit ont arrêté le projet. Ça c'est le cas où on finançait elles-mêmes leurs besoins. Donc là, c'était le cas de 11%. Il y a une grande partie, donc 20%, qui ont juste postposé leur financement, donc ils sont arrivés en fait trop tôt chez nous et qui ont, à la suite aussi de leur parcours chez nous, ont juste postposé leur financement en se disant, en fait, on doit encore travailler sur notre business model, sur notre stratégie, etc., avant de revenir vers les financeurs. Et puis, on voit qu'il y en a encore une grosse partie qui est encore en négociation avec nos membres et avec d'autres acteurs financiers. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Quelques exemples de success stories. Sur notre site, vous retrouverez pas mal de success stories de projets qui ont été financés. C'est intéressant quand même de vous montrer ça. Je vais prendre en fait juste le cas par exemple de Cyclobility. C'est un projet en Flandre qui fait de la location de vélos pour les entreprises. Et je vais m'attarder là-dessus juste pour vous montrer que ici, dans son mix de financement, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a 5 acteurs qui ont été impliqués. Pour un total, voilà, c'est une entreprise qui a levé 1,3 million. Il y a eu des acteurs aussi bien de dette, avec en plus des acteurs qui ont publics souvent qui ont proposé des garanties sur la dette. Donc par exemple à Bruxelles, c'est le cas du fonds bruxellois de garantie qui est géré notamment par Finance Bruxelles, qui a déjà été présenté. Plus des acteurs aussi de capital. Et donc là aussi, on voit par exemple 3 de nos membres qui ont cofinancé ce projet, qui sont Trividen, Change et Triodos, évidemment Triodos. Et pour montrer, j'aime bien cet exemple, pour montrer qu'en fait, quand on cherche du financement, il y a une myriade de possibilités et d'options et qu'il y a vraiment un travail en fait d'optimisation et de vraies questions à se poser sur typiquement si on va chercher du capital, jusqu'à combien est-ce qu'on est prêt à se diluer. Si on peut faire de la dette, autant faire de la dette, ça ne nous dilue pas, mais ça va accélérer évidemment notre remboursement, et donc il faut avoir les capacités de remboursement suffisantes.
Et puis, qu'est-ce qu'on peut aller chercher en subside? Est-ce qu'on peut aller chercher des crédits qui vont faire un pont avant un subside? Toutes ces questions, c'est vraiment un parcours et un vrai apprentissage pour l'entrepreneur et dans lequel on vous accompagne, et notamment aussi en regardant des exemples comme ça d'autres entreprises qui ont été financées. Alors, il me reste 2 minutes. Je vais juste finir par vous parler quand même 2 secondes de ce qui rassemble en fait nos membres et ce que c'est Solifin à la base. Solifin, c'est un service évidemment pour faciliter votre financement, mais c'est aussi notre rôle, c'est évidemment de changer les pratiques des investisseurs et des financeurs. Et donc pour ça, en fait, pour devenir membre de Solifin, il faut respecter notre charte. Et notre charte, elle dit quoi? Bon, dans les 2 grandes lignes, c'est et Pierre l'a rappelé aussi, c'est la transparence déjà. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs financiers qui ne sont pas transparents sur ce qu'ils financent. 2, c'est que voilà, on a des acteurs qui sont surtout impliqués et actifs en Belgique. Et 3, c'est que les acteurs qui sont chez nous financent majoritairement des entreprises à impact social et environnemental. Et donc ça, c'est quand même un gros critère. Et pour celles qui ne font pas ça à 100%, on a aussi appliqué une condition qui est quand même assez contraignante, qui est qu'on va aussi regarder ce qu'ils font avec le reste de leur argent pour voir si le reste, donc ce qui n'est pas investi directement dans les entreprises et dans l'économie réelle, soit au moins investi de manière socialement responsable. Et donc, en faisant ça, voilà, on a mis en place un comité éthique chez nous ici qui est composé d'académiques et de personnes de la société civile qui revoit justement toutes les candidatures qu'on reçoit d'acteurs financiers qui veulent rejoindre le réseau. Et alors, qu'est-ce qui rassemble tous ces acteurs? Et je finirai peut-être par ça. En fait, nous, on se situe vraiment dans, ici, vous voyez ce spectre qui est, vous voyez le financement, c'est le spectre du financement. À gauche, vous avez les acteurs de la philanthropie, qui sont des fondations, etc., qui ne vont pas attendre de retour financier sur leur flux d'investissement. Et puis à droite, vous avez les acteurs de l'économie classique et du financement classique qui vont vouloir maximiser un maximum le retour financier. Nous, on se retrouve vraiment entre les deux, donc nos membres sont vraiment là au milieu. Ils veulent à la fois faire de l'impact et à la fois avoir un retour sur investissement. Mais ce qui les caractérise beaucoup, ce sont ces 3 piliers, et ça rejoint un peu aussi la présentation de Candice, qui est que, en fait, ils vont financer qui? Ils vont financer des entreprises qui ont une vraie intention sociale et environnementale de vraiment répondre à un besoin aujourd'hui. Et donc, c'est pas juste une simple envie opportuniste. C'est souvent, ils vont regarder si dans vos statuts sociaux, il y a un vrai objet social de changement, si même la motivation de l'entrepreneur est alignée avec cet impact social et environnemental. La deuxième chose qu'ils vont mettre en place, c'est qu'ils vont mesurer et vont vous accompagner à mesurer cet impact. Alors tous de manière très différente, sur nos 22 membres, il y a des acteurs qui ont beaucoup de ressources et qui ont surtout beaucoup d'expérience et qui vont vous accompagner de A à Z dans déterminer en fait où est-ce que vous avez un impact, quels sont les indicateurs que vous allez suivre, comment vous allez collecter ces données, mesurer cet impact dans le temps, etc. Donc là, ils s'engagent tous à faire ça, mais tous de manière assez différente. Et là, la troisième chose qui définit aussi leur pratique, c'est, on en a parlé, alors sur le retour financier, vous allez voir parmi nos membres une grande diversité d'attentes financières, mais ce qui les caractérise tous, c'est qu'ils sont tous, ils pratiquent tous de l'investissement et du financement sur du long terme. Contrairement à des acteurs plus classiques, ils vont être dans des horizons, par exemple, si on prend du capital, un marché classique va souvent vouloir un retour sur investissement autour de 3-4 ans. Parfois moins pour certains. Ici, on est sur des pratiques entre 5, 7, voire parfois 10 ans pour certains de nos membres, et donc qui permettent justement aux porteurs de projets d'avoir un investisseur qui reste sur le long terme dans son capital, qui va prendre le temps aussi et prendre le risque de pouvoir pivoter le business model, de faire des erreurs, parce que souvent on se retrouve avec des entreprises qui réinventent en fait un secteur, réinventent une chaîne de valeur. Et ça, pour ça, il faut du capital patient, comme on dit. Voilà, je vais m'arrêter là. Je voulais un petit peu, si j'avais eu le temps, vous expliquer un peu comment est-ce qu'on mesure l'impact. Et ce sera pour une prochaine fois. Et je m'arrête là. Comme ça, je respecte le timing. Et peut-être juste Solène, si tu as 2-3 questions, je me ferai un plaisir de vite en prendre une ou deux. Merci beaucoup déjà, Sévan. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Pour l'instant, je n'en ai pas encore reçu pour cette partie-ci.
Super. Bah, de toute façon, moi, je vous invite à vraiment aller voir sur notre site, utiliser l'instrument, l'instrument que je vous ai montré, donc notre fameux moteur de recherche ici. Et puis après, derrière, si vous avez un projet, que vous cherchez du financement, eh ben, remplissez le formulaire pour un premier contact avec nous et on vous expliquera un petit peu voilà, tous nos services et comment on peut vous accompagner dans votre recherche de financement. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Il y avait juste ma collègue Catherine qui souhaitait clôturer avec une petite vidéo. Si elle nous entend, je voudrais juste l'inviter pour la clôture. Oui, voilà, j'ai pu revenir quelques minutes avec vous. J'en profite aussi pour vous dire que cet après-midi, on a une douzaine de membres de Solifin qui seront présents pour une rencontre sur Zoom. Et donc là, c'est l'occasion de rencontrer vraiment ces organismes financiers qu'on vous a présentés aujourd'hui et qui investissent dans des projets à impact. Donc la rencontre, elle a lieu à 14 h sur Zoom et vous pouvez toujours vous y inscrire. Et ce midi, on a une rencontre avec deux entrepreneurs sociaux qui sont Céline Lejeune de Bonjour Maurice, Pierre l'a cité en exemple ce matin, également une autre Céline Ruyson qui a lancé plus récemment un café vélo qui s'appelle Tandem. Et donc là, on a un live sur Facebook à 12h30 qui peut sans doute vous inspirer avec des exemples concrets de comment ces projets ont trouvé du financement à différents stades de leur développement. Alors ici, comme le disait Solène, je vais juste essayer de vous lancer une petite vidéo faite par Barbara Tract. On va voir si ça fonctionne.
Voilà, c'était donc le mot de la fin pour cet atelier. Je voulais encore une fois remercier nos différents intervenants pour la qualité et la clarté de leur présentation. Merci à vous d'avoir participé à cet événement et peut-être aux autres qu'on a organisés plus tôt dans la semaine. Et je vous souhaite une bonne fin de matinée et à bientôt. Au revoir tout le monde.